Quelqu'un à qui tu envoies les photos, parce que tout est dans le détail dans ce jeu-là. Quelqu'un à qui tu envoies les photos. Et maintenant, il te répond tac au tac. C'est bon, j'ai envie de visiter. À ton avis, c'est un mec qui est frileux ou c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'acheter? Quelqu'un qui te répond tac au tac, tu dis j'ai envie de visiter, part du principe que lui, il doit te faire une offre. Il est obligé de te faire une offre. Parce que s'il ne te fait pas une offre, le problème, il est dans deux endroits. C'est ou le bien ou c'est toi. Quand quelqu'un me pose des questions sur les prix, j'ai dit écoutez, madame, vous venez visiter, si ça vous plaît, faites-moi une offre. Tout simplement. Et c'est le premier arrivé chez le notaire qui gagne. Point. Donc, je les incite avant même la visite de venir faire des offres s'ils me discutent sur le prix. Ils te dénigrent tout ce que tu as montré déjà dans l'annonce, le prix, etc. Celui-là, il veut acheter. Donc, il ne faut pas tomber dans le panneau en pensant qu'il ne veut pas acheter. Et celui-là, il faut jouer avec lui un tout petit peu, il faut le titiller. Et il faut lui dire, bon, peut-être que vous n'avez pas le budget, vous voulez qu'on visite autre chose? Quand tu dis ça à un homme, par exemple, peut-être que vous n'avez pas le budget, vous voulez qu'on visite autre chose. Quand tu dis ça à un homme, il se vexe déjà tout de suite. Mais parce qu'il est en train de le vexer au plus profond de son âme. Il va se dire quoi, j'ai pas d'argent, moi, j'ai sûr j'ai l'argent. Si en plus tu dis ça devant sa femme, c'est encore pire. Il va vouloir prouver à sa femme qu'il a envie d'acheter, c'est encore pire. Quoi chérie, on n'a pas le budget? Oh mais si, on a le budget, tiens, j'en achète deux, si tu veux. Moi j'ai une question, vu que je travaille avec aussi des marchands de biens, des investisseurs, je voulais savoir à partir de quand il faut créer une SCI et quel en est l'intérêt? Pour qui? Pour l'investisseur? Pour un marchand de biens ou un rentier immobilier ou un investisseur. À partir de quand c'est intéressant pour lui de faire une SCI? C'est toute une question de profil et de projet. Je te donne un exemple. Si tu veux acheter un seul bien et le revendre, tu ne fais pas une SCI. Oui. Si tu veux acheter et garder tout seul, tu n'as pas besoin réellement d'une SCI. Si tu achètes un seul bien tout seul, tu n'as pas vraiment besoin d'une SCI. À quel moment une SCI, ça commence à devenir intéressant? À partir du moment où tu as plus qu'un bien déjà et qu'il y a plus qu'une personne qui va s'associer avec toi dans l'histoire. C'est à ce moment-là que ça commence à devenir intéressant. Maintenant, quand tu as plus qu'un bien, tu vas avoir besoin de dépenser tu auras des frais. Ça peut être un cabinet de gestion locative, ça peut être des travaux quand tu as plusieurs biens. Quand tu es en nom propre pour le bien et tu n'as même pas de société derrière, les charges, tu ne peux pas vraiment les défiscaliser comme il le faut. Alors que lorsque tu as une SCI, c'est une société, donc toutes les dépenses, tous les frais, tous les travaux que tu pourras avoir, tu vas pouvoir les défiscaliser beaucoup plus facilement avec une SCI qu'autrement. Maintenant, mis à part ça, la SCI, elle permet d'avoir des associés. C'est-à-dire que tu peux avoir une multitude d'associés. Je crois que c'est jusqu'à une centaine. Ce qui se passe, c'est que tu peux acheter un bien à plusieurs. Maintenant, quand tu achètes un bien à plusieurs, en général, tu vas mettre un gérant dans la SCI, parce que c'est une société. Et le gérant va s'occuper de gérer la compta autour des biens. Quand on achète à plusieurs, c'est ou parce qu'il y a plusieurs biens à l'intérieur, ou parce que c'est un immeuble et que c'est lourd pour chaque personne. Donc, imaginons que moi, je tombe sur une affaire à 15 millions d'euros, mais je n'ai pas les 15 millions d'euros, j'ai pas. Mais j'ai la bonne affaire. J'ai deux choix devant moi. Ou je vends le bien à quelqu'un d'autre, donc je gagne des honoraires, donc une commission d'agence, ou j'achète le bien et je cherche juste après des gens qui vont s'associer avec moi. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une SCI, je vais aller acheter, je mets les 100 000 euros dedans, mais je n'ai pas 15 millions, je mets les 100 000 euros dedans. Après, je vais chercher des potes qui me disent, écoute, tu as 1 million, tu as 2 millions, on peut se trouver chacun à 15 ou à 100. Chacun va mettre 100 000 euros ou 1 million d'euros. À la fin, chacun a les dividendes ou disons les revenus partagés selon la hauteur de tes parts. C'est pas très compliqué. Donc, ça sert une SCI à partir du moment où ça commence à devenir intéressant, où tu achètes plusieurs biens, où tu comptes avoir des frais à l'intérieur. Alors, tous les biens, ils auront des frais, mais si jamais tu veux mettre la gestion locative, c'est des frais en plus que juste s'occuper du bien. Si jamais tu veux mettre plusieurs biens, il y aura des frais en plus. Donc, c'est mieux de faire ça par le biais d'une société et pas par le biais du nom propre. Maintenant, quand tu es marchand de biens, c'est autre chose. Quand tu es marchand de biens, tu as une réglementation. C'est-à-dire que tu dois acheter aujourd'hui et vendre maximum dans les 5 ans. Donc, tu vas créer une société, c'est une SAS, une SAS. C'est pas la SCI qui a pris l'idée en tant que marchand de biens. Non, marchand de biens ne fait pas de SCI. Non, SCI. Non, il achète le bien, il le revend, mais par le biais de la société qu'il a. C'est une foncière. Donc, il peut le faire par le biais de sa société. Mais il ne peut pas garder les biens. C'est-à-dire, un marchand de biens doit acheter et doit revendre dans les 5 ans. Un investisseur, par exemple, celui qui se prénomme investisseur et qui veut garder, donc il achète tout en nom propre. Si c'est un bien, si c'est plusieurs, il vaut mieux mettre dans une SCI. Surtout quand tu es marié, par exemple. C'est important quand tu es marié. Il y a des marchands de biens qui font les deux. Qui font, bien sûr, mais qui peut le plus, peut le moins. Un marchand de biens peut être investisseur peut être marchand de biens, ou il y en a un qui veut être que investisseur ou que marchand de biens. Question d'opportunité et d'achat. Ouais, c'est du business qu'ils font. Maintenant, pourquoi quelqu'un serait marchand de biens et pourquoi quelqu'un serait investisseur? Par exemple, moi, je ne suis pas investisseur dans l'immobilier. Je suis plutôt marchand de biens. Moi, j'aime pas spécialement gérer les locataires, j'aime pas spécialement gérer les problèmes derrière. Et à chaque fois que je suis devant une opportunité, c'est où je l'achète ou je la revends. C'est aussi simple que ça. Moi, je veux l'argent immédiat. Pourquoi je veux l'argent immédiat? Parce que
Ce que je veux, c'est investir mon argent dans ma boîte et pas spécialement dans. J'attends pas d'être rentier, tu comprends? Je préfère vivre jusqu'à la fin de ma vie en développant des choses et peut-être que mes sociétés me ramèneront beaucoup plus que l'immobilier. C'est ce que je cherche à faire. Maintenant, j'investis dans d'autres boîtes, dans plein de trucs, mais voilà, je suis pas un investisseur. Pourquoi? Parce que j'aime pas tout ce qu'il y a derrière, la fiscalité, les locataires, etc. Ça me saoule. Maintenant, il y a des gens qui aiment ça, d'accord, qui aiment ça, qui n'aiment pas l'action, qui n'aiment pas mobiliser de l'argent. Enfin, chacun son truc, hein. Mais voilà. Mais tout le monde peut être marchand de biens, tout le monde peut être investisseur dans la théorie. Dans la pratique, chacun ses choix. Chacun ses choix, pas chacun chez soi. Compris, Kevin? Oui. Maintenant, ce que tu peux faire quand quelqu'un te pose ce genre de questions, tu dois lui poser 2-3 questions. C'est quoi votre projet déjà? Le projet, c'est est-ce que tu comptes acheter une fois et c'est tout, ou tu comptes acheter plusieurs fois et très souvent et longtemps? Est-ce que tu veux garder plusieurs biens ou tu vas en avoir un à la fois? Donc, si jamais c'est plusieurs biens, tu vas le diriger vers une SCI. Si c'est un seul bien et c'est one shot, tu dis achète et revends ou achète et garde. Ça suffit largement. Grosso modo, c'est ça. Un bien, pas de SCI, plusieurs biens, SCI. Marié propose aussi la SCI parce que quand il y a un contrat de mariage, par exemple, avec séparation de biens, c'est mieux de faire une SCI et tu donnes des parts à ta femme si tu en as envie. Si tu en as envie. Mais comme ça fait partie de l'exclusion du contrat de mariage, donc elle n'y touchera pas, ta femme. Mais si jamais tu as envie de lui donner quand même, parce que tu as un contrat de mariage, ce qui est une bonne chose, et moi je vous conseille, si vous vous mariez, faites un contrat de mariage quoi qu'il arrive. C'est-à-dire tout ce qui était avant le mariage, c'est à toi, tout ce qui était après le mariage, c'est à nous. Et c'est un point important pour tous ceux qui veulent se marier, quoi qu'il arrive. Mais quand tu as décidé d'avoir un contrat de mariage, c'est-à-dire que tout ce qui est à partir d'aujourd'hui, c'est à nous deux, dans le couple, eh ben, le mieux, c'est d'avoir une SCI derrière. Parce que comme le contrat de mariage, il contredit que vous avez tout acheté ensemble, ou il ne contredit pas, hein. Par exemple, tu peux dire que tout ce qu'on va acheter après le mariage, c'est chacun chez soi, chacun pour soi et Dieu pour tous. Tu peux dire que c'est séparation de biens, tu peux dire ça. Et si jamais quelqu'un dit ça à sa femme et la femme accepte, rien ne les empêche demain d'acheter ensemble. Mais ils vont contredire le contrat de mariage. Et ça va être un problème. Alors qu'ils pourraient très très bien le faire avec une SCI et ils se donnent des parts. Ou ils s'achètent des parts. On fera un point ensemble de ça, Kevin, si tu veux. Mais maintenant, un des meilleurs conseils que je puisse te donner, quand on parle de fiscalité, et c'est exactement ce que je fais, parce que dans l'immobilier, il y a plusieurs choses. Tu as le fait d'acheter une bonne affaire, ok, donc trouver les bonnes affaires, les dénicher, les négocier, les travailler. Mais quand tu es l'acheteur, à part le fait qu'il faut avoir l'argent et le crédit, il faut vraiment réfléchir à la fiscalité. Et la fiscalité, c'est justement ces choix-là, c'est SCI, pas SCI, nom propre, marchand de biens, etc. Il faut réfléchir à la fiscalité. Moi, je donne quasiment jamais de conseils en fiscalité. Pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas le sujet comme un expert. Ce n'est pas mon domaine. Moi, je déteste qu'on me contredise ou qu'on me dise quelque chose et qu'on me dise non, tu te trompes, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je déteste qu'on me dise ça. Alors, je ne rentre pas dans des domaines que je ne maîtrise pas du tout. Tout ce qui est CGP, tout ce qui est comptabilité, fiscalité, moi, j'ai un avocat, j'ai un fiscaliste, j'ai un comptable fiscaliste qui maîtrise bien le sujet. Moi, je lui pose des questions et c'est lui qui me donne les réponses. Et donc, à chaque fois qu'on me pose ce genre de questions de fiscalité, je redirige toujours le gars vers son comptable ou vers mon comptable et on vendra la prestation. Mais c'est le mieux parce que je ne suis pas fiscaliste et toi non plus. Moi, je ne supporte pas regarder les fiches de paye ou les impôts et je déteste ce truc-là. Tu ne peux pas t'imaginer. Et même si je connais grosso modo les bonnes choses, la majorité du temps, je ne donne pas de conseils sur le sujet. Je dis aux gens, le mieux, c'est de prendre une décision avec votre comptable. Vous vérifiez avec lui ce qui est le mieux pour vous. Et parce que moi, je ne suis pas un fiscaliste et en tant qu'agent immobilier, je ne suis pas censé être fiscaliste. Ce que je suis censé faire, lui ramener une bonne affaire. Je lui dirais que c'est une bonne affaire, mais je ne lui dirais pas si c'est bien d'acheter un SCI ou en nom propre ou en marchand de biens. C'est son choix fiscal. C'est sa façon de voir les choses. Maintenant, je pourrais lui donner des indications ou des alertes, tout ce que tu veux, mais par rapport à ce que je sais, mais je ne vais pas lui dire ça, c'est le bon conseil, fait. Dans les domaines que je ne maîtrise pas, jamais je dis ça. Jamais je dis ça. Dans les domaines que je maîtrise, je pourrais te dire non, ça, c'est de la merde, tu ne fais plus, tu fais ça maintenant. Parce que je maîtrise. Dans les autres sujets, je survole. Tu comprends, Kevin? On redirige les gens vers le comptable. C'est la meilleure chose à faire. Okay. Après, si tu as un CGP, tu le rediriges vers un CGP. Le CGP, c'est un conseiller en gestion de patrimoine. C'est ça leur business, c'est ça leur métier, de comprendre tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'y intéresser, Kevin. Hein, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tu ne pourrais pas faire un stage maintenant de 6 mois ou 1 an en tant que CGP. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller apprendre. Il y a des formations pour ça. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas apprendre tout ce qu'un comptable sait. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je ne l'apprends pas. Si ça m'intéressait, je l'aurais appris. Si je l'aurais appris, je l'aurais expliqué aux gens. Mais ça ne m'intéresse pas. Je n'ai même pas envie de m'en soucier. Parce que
ce que j'essaye de faire, surtout quand tu connais trop de choses. Je l'avais dit la dernière fois, tu sais, quand les gens viennent du bâtiment, ils ont tendance à donner des conseils dans le bâtiment. Quand quelqu'un est fiscaliste, ils ont tendance à donner des conseils en tant que fiscaliste. Et quand tu donnes ce genre de conseils, les gens en face de toi, ils pensent que tu as raison, ils vont commencer à réfléchir s'ils achètent ou ils n'achètent pas. Parce qu'ils vont commencer à prendre en considération énormément de points. Maintenant, ce n'est pas à moi de leur donner tous ces points de réflexion, c'est à eux avant de venir décider d'acheter. Maintenant, si moi, je commence à rentrer dans des histoires fiscales et je commence à me faire chier là, à chercher la paperasse, les lois, les règles, les calculs, les conneries, d'abord, je ne suis pas payé pour ça déjà, mais en plus, je ne suis même pas sûr de vendre à la fin. Parce que le mec, il ne doit pas prendre la décision d'acheter un bien selon la fiscalité, sur le principe. Il doit prendre la décision d'acheter un bien parce que c'est une bonne affaire. S'il a décidé d'être investisseur, c'est ça sa décision. C'est est-ce que c'est une bonne affaire ou pas. Et pas ses disons, ses dilemmes fiscaux. Et les dilemmes fiscaux, il doit les voir avant avec son comptable, avant d'acheter. Donc, tout ce qui est avant l'achat, moi, je ne m'en occupe pas. Je m'occupe de tout ce qui est après l'achat. Donc, tu décides d'être investisseur, tu as vérifié avec ton comptable. Sinon, on va avoir un comptable. Ouais. Et ça, c'est un très bon conseil, de toutes les manières, quoi qu'il arrive. Hein. Et je ne donnerai pas ce conseil parce que je ne connais pas la réponse. Je donne ce conseil parce que c'est la bonne réponse. Pose-moi des questions sur la compta chez moi, je pourrais te dire exactement où on est, mais est-ce que je suis optimisé ou pas? Non, je n'ai même pas besoin de savoir ça. Je dis à mon comptable de chercher à l'optimisation. Maintenant, je lui dis comment faire ou quels sont mes desiderata, mais à la base, c'est son métier. Si je vais, je sais pas, moi, je vais chez le garagiste, je fais confiance au garagiste, je ne vais pas commencer à lui dire non, il faut prendre la clé de 7. Donc, moi, je travaille avec des professionnels, je paye pour qu'ils soient professionnels dans leur domaine. Tu comprends, Kevin? Oui. Tous les professionnels font ça. C'est pas. Pose la question à Sébastien. Est-ce qu'il fait sa compta lui-même? Je pense pas. Alors, peut-être oui, parce que c'est un génie, mais peut-être pas. Moi, maintenant, il fait pas. Oui, exceptionnellement, quand il y a le contrôle fiscal. Ah ouais, est-ce qu'il va se faire chier maintenant? Il sait rédiger des compromis. Est-ce qu'il a envie de le faire pour tout le monde? Non plus, c'est pas son boulot. Sauf s'il décide de le faire parce que, je sais pas, marketingment parlant, ça lui parle. J'en sais rien. Mais c'est la perte de temps. C'est pas notre boulot. Tu comprends? C'est pas notre boulot. Ouais. Notre boulot, c'est pas la paperasse, c'est pas la fiscalité. Toi, tu es un vendeur. Tu as un flux, tu cherches des affaires et tu les vends. C'est tout. Toi, tu cherches le business. Tu cherches pas la fiscalité. Il faut bien faire la séparation dans ta vie parce que plus, tu vois, les gens qui sont dans le bâtiment, tout le temps, quand tu vas voir un appartement, ils font oh là là, c'est quoi ce genre de peinture? Ils vont commencer à critiquer les trucs parce qu'ils voient dans le détail des choses que les autres ne voient pas. Mais des fois, il faut être un peu aveugle, tu vois. Il faut éviter de regarder tout trop dans le détail parce que sinon, tu intellectualises trop le système et tu commences à avoir trop de points de réflexion. En réalité, un bien, c'est un bien, quoi. C'est des murs, ça ne bougera pas pendant les 50 prochaines années, ou c'est rentable ou c'est pas rentable, point à la ligne. C'est pas un truc. C'est pour ça qu'on vend de l'ancien plus cher. Tu vois, quand tu achètes une voiture neuve chez un concessionnaire, elle perd 20 à 30% de sa valeur dès qu'elle est sortie du concessionnaire. Un bien immobilier, ça peut être habité 1000 fois dans l'année, ça augmentera de valeur avec le temps. Je vois bien que ce n'est pas la même chose que de vendre l'occasion et de l'immobilier. Et les gens, dans leur tête, c'est une valeur sûre, l'immobilier. Donc, concentre-toi sur la vente. Si tu vends des bonnes affaires avec une bonne rentabilité, tu expliques aux gens ce qu'ils achètent et que tu sais que ce que tu vends, c'est une bonne affaire, toi, tu n'as même pas besoin de réfléchir si c'est une bonne affaire pour ou pas. C'est une bonne affaire. Fiscalement parlant, ça peut être plus intéressant ou moins intéressant, mais jamais ils vont perdre de l'argent quand c'est une bonne affaire. Donc, même si tu ne te soucies pas de leur fiscalité, ils ne vont jamais perdre de l'argent si tu leur vends une bonne affaire. Jamais. La fiscalité, ça vient après l'achat. Et il n'y a aucun professionnel, je sais pas moi, aucun entrepreneur qui veut devenir millionnaire qui se prend la tête, oh putain, quand j'aurai 31 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, je vais payer quand même 12 millions d'euros de TVA. Personne ne se prend la tête avec ça, mais pas du tout, on s'en fout. C'est-à-dire, quand tu es entrepreneur, tu cherches à faire des millions et tu ne te prends pas la tête sur combien de TVA ou d'impôts tu vas payer. Parce que tu sais que plus tu payes de TVA, plus ça veut dire que tu gagnes de l'argent. Plus tu payes d'impôts, plus tu gagnes des sous. Donc, ça fait partie du business, payer des impôts et de la TVA. Donc, on s'en fout. On ne va pas commencer à réfléchir, ah merde, si je vends ça à 100 euros, je vais payer 20 euros de TVA. Non, tu fais du hors-taxe et hop, ça marchera. C'est ce que tu as envie de faire. Mais tu ne te prends pas la tête à est-ce que tu vas payer la TVA ou pas plus tard. Donc, ça, c'est les problèmes qui viennent après la vente. Après la vente. Donc, d'abord, on se préoccupe de vendre et après, on s'occupe du reste. Bien. Et même par rapport au courtage, par exemple, par rapport au courtage. Très souvent, les agents immobiliers, ils se prennent pour des courtiers immobiliers. Et donc, ils commencent à poser des questions de courtier. Vous gagnez combien par mois? Envoyez-moi les fiches de paie. Ça, c'est des abrutis, ces gens-là, ceux qui font ça. Parce que quand tu vas chez Apple Store, par exemple, et tu vas acheter un iPhone à 2000 balles, le mec qui est en face de toi, là, c'est un vendeur.
Si tu lui poses des questions, combien je peux l'acheter, il va te dire 2000 euros. Est-ce que je peux faire des financements? Écoutez, ou vous achetez en une fois, maximum 4 fois sans frais. Mais après, si vous faites plus que 4 fois, il faut passer par l'organisme de financement. Ils te le disent. Mais le mec, il a juste répondu à la question. Mais il ne va pas te faire le financement au moment où tu es en train d'acheter l'iPhone. Il te vend l'iPhone, il te le vend dans ta tête, tu as compris que c'est un produit intéressant pour toi, tu prends la commande et tu vas au comptoir pour payer. Et c'est à ce moment-là qu'on te dit, attention monsieur, vous ne pouvez pas faire avec votre carte, il faut faire un financement. Mais c'est seulement au moment où tu as décidé, après la décision d'achat. Après la décision d'achat, tu réfléchis au financement. Et c'est la même chose dans l'immobilier ou n'importe quoi. Tu vends d'abord l'histoire et le mec, il va se débrouiller après avec le financement. Et quand tu es négociateur, tu te prends pour un courtier et tu commences à poser des questions sur le financement alors que la personne, elle n'a pas été convaincue encore d'acheter le bien, tu es en train de te mettre un frein avant même que ça arrive. Donc, le financement, on parle après. C'est comme dans un restaurant. Le client, il vient dans un restaurant, il vient pour acheter un menu, une sushi, peu importe ce qu'il a envie d'acheter. Il achète son truc, enfin, il s'assoit à table, il commande, il s'assoit, il mange jusqu'au dessert, il commande même le dessert. Et c'est seulement à la fin que quelqu'un lui demande, donnez-moi le financement. C'est à la fin que tu demandes ta carte Visa. C'est pas au début. T'imagines si, alors ça existe, hein, le drive, par exemple, au McDo, mais parce que c'est une façon de consommer qui est différente. Mais imagine dans un restaurant, à peine tu rentres dans la porte, et on te dit, monsieur, est-ce que vous avez le financement? Mais c'est pas possible, tu rentres pas. Parce que déjà, aller dans un restaurant, c'est changer d'ambiance, passer une expérience culinaire ou ce genre de choses. Mais l'idée, c'est pas qu'on te demande si tu as le financement ou pas pour 30 balles. Tu comprends? Et si jamais tu poses la question à quelqu'un qui attend dans la queue du restaurant, parce que ça fait 3 jours qu'il attend de bouffer ici, il a réservé sa place, demande-lui quand il est sur la queue en train d'attendre, là, avec tout le monde depuis 1 heure, demande-lui, dites-moi, vous êtes sûr, là, parce qu'avec votre veste, hein, j'ai pas l'impression que vous avez assez d'argent pour payer le menu. Tu peux pas lui dire un truc pareil, tu comprends? Tu peux pas lui dire, viens, on vérifie, je vous donne un prêt, je sais pas moi, comment on appelle ça, ce truc-là? Bon, peu importe. Tu peux pas, j'oublie le terme. Le matin, des fois, j'oublie des trucs. C'est un Alzheimer qui débute, ça. Mais voilà, l'idée, c'est le financement. Tu ne le demandes pas avant. D'abord, tu vends. D'abord, tu vends. Tu vends ton iPhone, Kevin? Super, je vais l'acheter. Voilà, ça, c'est ton étape. Après, comment tu vas payer, Daniel? C'est après que j'ai décidé d'acheter. Bon, je te l'achète, Kevin. Et là, tu me dis, bon, comment tu payes? Mais d'abord, tu me le vends, le truc. D'abord, tu me le vends. D'accord? D'abord, tu me le vends. Une fois que j'ai décidé d'acheter, là, tu parles de comment je paye. D'accord? Donc, les commerciaux, il ne faut pas qu'ils se mêlent sur le crédit. Il ne faut pas qu'ils se mêlent. Part du principe, par exemple, que quelqu'un qui vient visiter un bien à 200 000, il a minimum 150 000. Peut-être qu'il vise trop et il veut négocier, mais il a minimum 150 000. Il n'y a personne qui vient balader dans des appartements avec 0 € dans la poche. Ça n'existe pas, ça. Il faut être taré pour aller faire chier les agents immobiliers en sachant qu'on n'a pas la possibilité d'emprunter même 10 euros. Ce n'est pas possible. Donc, tu peux t'imaginer avec ton salaire, tu dis, ouais, je peux me prendre un crédit à 200 000, tu t'imagines, tu vas faire des visites, après le courtier te dit, non, c'est pas possible, maximum 150. Tu peux te tromper sur le montant max, mais tu ne peux pas te tromper à 600 000 € près. Tu te trompes à 20 000, 30 000, 50 000. Et c'est à ce moment-là que nous, on doit qualifier l'acheteur. Plus tard, une fois qu'il a fait une offre, il va aller chercher son courtier. Là, il te dit, non, en fin de compte, je ne peux pas. OK, super. On passe à autre chose. Maintenant, vous voyez que vous ne pouvez plus emprunter 220 000, mais vous pouvez emprunter 180. On va chercher un bien à 180. Mais d'abord, tu vends après le financement. D'abord, tu vends, après, tu parles fiscalité. Mais pas avant. Tu n'inverses pas les choses. Tu comprends? Ouais. Pitch? Ouais. All right. Next. Allez, on enchaîne. Vincent, comment ça va, Vincent? Vincent, il n'a pas l'habitude, Vincent. Parle, Vincent. Comment ça va, Vincent? T'as pas le micro? Ça marche pas. Ça marche pas, Vincent? Bon, comment ça va, les autres? Parlez avec moi. Oh, vous voulez que je parle? Lancez-moi un sujet comme ça. Moi, j'avais des questions. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. J'avais prévenu la team hier soir que j'allais poser des questions ce matin donc au Big Morning. Mais évidemment, j'ai des réponses, j'ai mes façons de faire. Mais depuis quelques années que je pratique, mais je voulais que les négos entendent en fait votre réponse et votre, ce que vous pouviez conseiller à ce sujet-là. C'était par rapport à comment capter une offre d'achat après une ou des visites où c'est un petit peu tendu, où il y a de la pression sur un bien, où on a un mandat simple, où il y a des visites de programmer le lendemain, etc. avec d'autres agences. Ça s'est passé hier soir avec 2 de mes négos et un de mes 2 négos. Racontez-moi l'histoire. Sébastien, racontez-moi l'histoire. Comment ça s'est passé? En sortant, en fait, ni moi ni ma collègue, on a réussi à prendre une offre d'achat. Pourtant, ils étaient intéressés, etc. Ils ont dit, on va prendre le temps de la réflexion, on va attendre demain. Enfin bref, alors qu'en face, il y a une super
négo d'un autre réseau qui maîtrise son domaine et son marché sur le secteur parce qu'elle est depuis des années numéro 1 sur le secteur. Et pourtant, hier, on était moins cher en termes de prix parce qu'il avait fait une baisse de prix de 20 000, mon négo. Bref, au final, en fait, 2 clients de chez nous et hier soir, aucun des deux ne s'est positionné, alors qu'aujourd'hui, certainement ce matin, tout va se jouer et peut-être pas malheureusement avec… Alors, les offres, elles sont comment? Elles sont en prix? Elles sont plus élevées que celles des donc, ils autres? me disent, le négo me dit hier soir, pourtant c'est un très très bon négo, il me dit hier soir, je dois merder, je dois faire quelque chose de mal en fait en clientèle. Je n'arrive pas en fait à capter ou à déceler ou à bien présenter en fait ou choisir le moment où je dois en fait capter l'offre. Mais Sébastien, il faut connaître l'histoire. Comment ça s'est passé, la visite? C'est une question Non, parce que… en général, parce que c'est du Non, récurrent. alors, en général. Je n'étais pas à ce rendez-vous-là. Ok, moi en général, c'est qui le négo? Il se cache, s'il est anonyme? Il n'est pas là. Il n'est pas là, ok. D'une manière générale, parce que comme je ne connais pas l'histoire, comment ça s'est passé, ça se trouve, il a fait quelque chose de pas bien sur tout le chemin. Quelque part sur le chemin, il a fait quelque chose de pas bien pour arriver à cette conclusion où les personnes ne veulent pas, même pas accepter les offres, alors, ou même pas les écouter. Il a transmis les offres ou pas? C'est-à-dire, il n'a pas reçu d'offres, c'est ça la question. Il n'a pas reçu d'offres sur le même bien. Ce n'est pas une question d'accepter les offres, c'est comment… Non, mais il n'a pas reçu d'offres, c'est ça la question? Oui. Ok, alors que les mêmes acheteurs, ils ont fait des offres à d'autres agences, c'est ça la question? Non. Mais c'est que ma question, c'est comment, les conseils que vous pouvez donner, comment un négociateur doit s'y prendre pour capter plus d'offres tout de suite à la fin de la visite, au lieu de se faire entendre régulièrement, je vais réfléchir, je passe la nuit, etc. Donc c'est dans un cadre général parce que c'est du récurrent en fait. J'ai compris. Sur quel levier jouer pour… C'est bon, j'ai compris. La question, c'est comment faire pour avoir plus d'offres de la part des acheteurs lorsqu'ils viennent faire des visites. déclencher. Ouais. C'est la question. Rapidement, tout de suite. Ok, c'est ça la question. Donc, comment faire pour avoir un déclencheur d'offres? Ok. D'abord, ça commence au début, au moment où on parle au téléphone avec les gens déjà. C'est-à-dire qu'au moment de l'annonce déjà, au moment de votre réflexion, au moment où vous allez répondre au téléphone, c'est là que ça commence la négociation. En réalité, la négociation, elle a commencé déjà du côté vendeur au moment de la prospection téléphonique. Vous êtes censé le mettre en condition de recevoir des offres plus tard dans le futur. Il faut le mettre en condition. Mais là, on ne va pas parler des vendeurs, on va parler des acheteurs. Les acheteurs, eux, avant qu'ils vous appellent sur une annonce, ils ont vu votre annonce. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans l'annonce? L'annonce, les photos, répondre au téléphone, va ou mettre les gens en condition pour vous faire des offres, ou ça ne va pas les mettre en condition pour faire des offres. Imaginons qu'au téléphone, par exemple, quelqu'un t'a posé la question, est-ce que c'est négociable? Et toi, tu dis, écoutez, pour l'instant, c'est le prix. D'accord? Si jamais tu dis ce genre de choses, les gens ils vont se dire, bon, il n'y a pas de négociation. Si tu dis, non, c'est le prix ferme, il faut acheter au prix ou pas du tout, encore une fois, les gens, tu ne leur donnes pas la possibilité de proposer une offre. La question, c'est est-ce que dans tes conversations d'une manière générale avec l'acheteur, à partir du moment où il a appelé au téléphone, est-ce qu'au moment où il a appelé au téléphone, tu es déjà en train de lui dire, tout est possible, monsieur? Est-ce qu'il va te poser des questions? Il a vu ton annonce, il a vu le texte, il a vu la surface. Mais normalement, il n'a pas vu les photos si tu fais ce que je dis. Et donc, à un moment donné, il faut l'inciter à faire la visite. Donc déjà, il y a tout ce principe-là d'inciter les gens à faire la visite, même s'ils veulent avoir les photos avant. Tu peux leur donner les photos avant, mais comme on a dit, en contrepartie des coordonnées. Mais le but, c'est d'inciter les gens à la visite. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient envie d'acheter. C'est-à-dire, s'ils ne viennent pas à faire la visite et donc ils ne parlent qu'au téléphone, déjà, il n'est pas dans l'état d'esprit d'acheter. Il n'est pas dans une optique d'acheter s'il veut que se balader sur le site internet, regarder les photos et poser des questions. Quelqu'un qui veut acheter, quand il a vu la surface et le prix et le secteur, et il pense que ça lui plaît, et qu'il te demande des photos, tu lui en donnes une ou deux, il te dit c'est bon, ça m'intéresse, lui, il est déjà dans l'optique d'acheter. Donc déjà, tu ne peux pas t'attendre à recevoir des offres par des gens ce qu'on vous appelez d'une manière générale des touristes. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore décidé d'acheter. D'accord? Moi, ces gens-là, je les adore parce que mon but, c'est de les rendre, de faire le déclencheur pour qu'ils achètent. Donc, je veux, quoi qu'il arrive, même les touristes, les rencontrer pour savoir qu'est-ce qui bloque à l'achat et les farmer au fur et à mesure du temps pour qu'ils prennent des décisions rapides. Mais on sait faire la différence au téléphone et on sait faire la différence au moment de la visite. Si tu as un gars, c'est un touriste, et si tu as un gars qui est chaud pour acheter. Maintenant, si jamais tu passes ton temps à chercher ou à être déçu à chaque fois qu'il y a un touriste qui ne te fait pas d'offre, ça veut dire que tu n'as pas compris que c'était un touriste. C'est-à-dire que, tu sais, il y a une expression au poker qui dit que quand ça fait 1 heure que tu joues et que tu n'as pas remarqué qui était le pigeon, c'est-à-dire que c'est toi le pigeon. Et donc, avec les gens qui viennent visiter, tu dois tout de suite savoir faire la différence entre celui qui est chaud pour acheter et celui qui juste, il se balade, il n'a pas encore pris la décision. Et ça, on peut faire la différence très rapidement, justement au moment où la visite se finit, où elle commence. Moi, ce que je dis tout le temps pendant les visites, c'est que tu dois observer l'acheteur. Tu dois l'observer. Et tu dois l'observer en train de faire la visite. Tu n'as rien à lui dire pendant la visite. Tu n'as rien à lui dire. Tu lui dis quand il rentre, je suis ici, posez-moi toutes les questions. Si vous avez des questions, je suis là.
Et c'est tout. Le mec, il se balade, faire la visite. Voilà, c'est comment on fait une visite dans l'immobilier. Aussi simple que ça. Mais pendant ce temps-là qu'il fait la visite, tu ne regardes pas ton iPhone. Pendant qu'il fait la visite, tu le regardes et tu l'observes. D'après son gestuel, d'après ses mimiques, tu vas très bien voir, dès qu'il a vu la vue, hein, imaginons que c'est la vue sur la Tour Eiffel, tout de suite, tu vas voir sur son visage, où son visage est éclairé, il y a un sourire, il fait des petits clins d'œil à sa femme, ou il y a nada, ou il n'y a rien. Si jamais il regarde l'appartement, il se balade, il fait vraiment des grimaces. Alors, par exemple, si quelqu'un fait des grimaces, part du principe que normalement, il a envie d'acheter. Parce que s'il fait des grimaces, c'est-à-dire qu'il veut tout faire pour faire croire qu'il n'a pas envie d'acheter, pour que la négociation se passe mieux plus tard. Mais quelqu'un qui dénigre le bien alors qu'il est en train de visiter, c'est un acheteur, mais un acheteur chaud bouillant. C'est-à-dire que c'est avec lui qu'il faudra jouer plus tard. Donc, celui que tu vois qui est chaud, je vais vous montrer une façon de travailler avec ceux qui sont chauds. Maintenant, ceux qui ne sont pas chauds, on va travailler aussi avec eux. Parce qu'il y a deux types de personnes. C'est où ils ont craqué sur le produit, ils n'ont pas craqué sur le produit. Maintenant, on doit inciter tout le monde à acheter parce que celui qui n'est pas chaud encore, il faut être le déclencheur. Celui qui est chaud, il y a juste à jouer avec ses nerfs. Juste à jouer avec ses nerfs. Et donc, si tu ne joues pas avec ses nerfs, il ne va pas sortir une offre. Alors, il y a un truc qui s'appelle le FOMO. Vous connaissez le FOMO? Non? C'est merde. Fear to missing out. C'est-à-dire, c'est avoir peur de rater. D'accord? C'est quelque chose qui existe dans la tête de tout le monde, de penser que, hop, il y a une opportunité, je vais la rater. Donc, c'est fearing to missing out. C'est-à-dire, c'est le principe d'avoir peur de rater quelque chose. Donc, quand tu vas parler avec un acheteur, et imaginons que tu as une seule visite, par exemple, avec une seule personne, et que dans ta visite, tu es déjà en train de dire, ah, enfin, une visite, OK? Déjà, tu dis aux gens, en ayant ce comportement, comme quoi, il n'y a personne qui a envie d'acheter ce bien. Et donc, comment, Sébastien? Il faut changer de métier. Ah oui, c'est ça. Ouais. Quand tu es déprimé sur la visite et tu n'es pas enthousiaste et tu ne fais pas croire qu'il y a plein d'acheteurs qui veulent ce produit-là, donc ce n'est pas une question de faire croire en disant ouais, vous savez, j'ai eu 2 offres ce matin. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire que vous êtes très occupé. Quand la dernière fois, on m'a posé une question, est-ce que vous répondez au téléphone pendant les visites? Et je vous ai posé la question, on m'a dit non, je ne réponds pas parce que ce n'est pas poli. Si, au contraire, là, on est dans le business. Là. Et au contraire, il faut répondre au téléphone pour montrer aux gens que vous êtes occupé et que l'affaire peut se vendre. Il ne faut pas dire j'ai plein d'acheteurs, vous savez, si vous n'achetez pas au prix, je m'en fous, je vais vendre à quelqu'un d'autre. Ça, il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire j'ai eu déjà 3 offres ce matin. Mais il faut montrer aux gens qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y a une concurrence. Et la concurrence, elle est entre tous les acheteurs. Donc, l'idée, déjà, c'est l'état d'esprit que vous avez au moment où vous commencez à parler au téléphone avec les personnes. Est-ce que les personnes, vous leur donnez la possibilité de comprendre qu'il y a des possibilités de négociation? D'accord. Moi, par exemple, je mets très souvent dans mes annonces, c'est le premier arrivé chez le notaire qui gagne. Et ça fait partie des termes que j'utilise lorsque je parle aux gens. C'est-à-dire, mon but, c'est de créer 2 choses chez les gens. La frustration, c'est-à-dire que le FOMO, de ce que je vous parle depuis tout à l'heure, la frustration, c'est-à-dire que si jamais ils ratent l'affaire, ils vont être frustrés. Je veux créer la frustration. La deuxième chose que j'ai envie de créer, c'est l'urgence. On parle de vente, hein, d'accord? Il y a 2 côtés dans votre métier. Il y a d'un côté présenter, commercialiser, marketer, faire que les gens ont envie de vous appeler. Mais de l'autre côté, il y a des actions, donc que les gens aient envie d'acheter. Et après, il y a l'autre action où c'est votre action, c'est-à-dire vous devez vendre le truc. Donc, comment on vend un bien immobilier? La majorité d'entre vous, quand vous faites des visites, vous n'êtes pas en train de vendre le bien. Vous êtes en train de faire une visite. C'est-à-dire que vous attendez à ce que la personne elle se balade dans l'appartement. L'idée, c'est pas de faire ça. La visite elle-même, il n'y a rien à faire. Vous vous taisez, vous discutez pas, vous les laissez réfléchir, et extrapoler leurs émotions à l'intérieur de ce bien, de penser qu'ils sont à l'intérieur, ils sont chez eux. Très souvent, quand les acheteurs viennent en visite, déjà, je leur dis faites comme chez vous et ils rentrent, d'accord? Et j'interfère pas. Mais au moment du téléphone, au moment où les gens ils sont venus en visite, qu'est-ce que je leur ai dit au téléphone? Moi, je vais les mettre en condition de faire une offre. Je vais les mettre en condition. Je vous conseille d'aller voir le film. Merde, comment il s'appelle ce film? Je vais me rappeler tout à l'heure. C'est avec Will Smith où c'est des truands, ils font des arnaques, etc., etc. Et il y a un moment donné où il va faire une grosse arnaque énormissime et tout le monde, personne ne connaît le truc. Il n'y a que Will Smith qui connaît le truc et tout le monde se fait embobiner. Et ça, c'est génial parce que pendant toute cette arnaque-là, il a pris une cible, donc la personne qui voulait arnaquer. Et pendant toute la journée, il lui a donné la possibilité d'avoir de l'autosuggestion. Il a affiché devant lui la réponse qu'on va attendre de lui plus tard. C'est comme ça que font les mentalistes, etc. Et donc, l'idée, c'est d'abord mettre la personne en condition quand il va acheter. Au moment de l'annonce, déjà, ça commence. Les gens, ils appellent. Ils n'ont pas les photos. Donc, ils vont vouloir avoir des informations. Peut-être qu'il n'y a pas de problème, monsieur, vous voulez les informations, pas de souci. Donnez-moi votre mail, etc. Et s'il ne te donne pas le mail, déjà, qu'est-ce que ça veut dire dans ta tête? Ça veut dire qu'il n'est pas chaud bouillant pour aller ni visiter ou racheter. Cette personne-là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il te fasse une offre si jamais tu arrives à lui donner les coordonnées.
Quelqu'un qui veut acheter, il te donne les coordonnées. Tu dis, monsieur, vous avez envie des photos, pas de problème, je vous envoie tout ça par mail. Alors, votre mail, c'est contact, arrobase. Et tu dis, non, mais pourquoi vous avez besoin de mon mail? Parce que je viens de vous le dire, je vous envoie les photos. Quelqu'un qui n'a pas envie de donner son mail, déjà, ce n'est pas un mec chaud. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à recevoir quoi que ce soit de sa part. Ce mec, il n'a pas envie d'acheter. Et s'il a envie d'acheter, ce n'est pas par ton biais, il a envie de te doubler. Donc, lui, ce n'est pas un touriste, c'est un méchant. Donc, on n'en a rien à faire de lui pour l'instant. Il y a une autre personne qui te dit, comment? C'est le film Diversion. Merci Fred, c'est exactement ce film-là. Allez le voir parce que ça va vous expliquer ce que je suis en train de vous dire sur la suggestion. Maintenant, la personne qui insiste, enfin qui résiste, il n'a pas été donné ses coordonnées, tu sais que même si tu vas faire la visite, tu n'auras pas spécialement d'offre avec ce gars-là, pas tout de suite en tout cas, parce qu'il n'est pas mûr dans sa décision. Maintenant, quelqu'un qui t'appelle au téléphone, bonjour, je suis intéressé, etc., je voudrais bien avoir plus d'informations, et tu dis, oh, pas de problème, donne-moi les coordonnées, et il te le donne tout de suite, tac au tac. Part du principe que cette personne, elle est déjà plus joviale, plus sympathique, et tu sais qu'elle a envie d'acheter quelque chose. Elle veut avoir plus d'informations et tout va bien. Quelqu'un à qui tu envoies les photos, parce que tout est dans le détail dans ce jeu-là. Quelqu'un à qui tu envoies les photos. Et maintenant, il te répond tac au tac. C'est bon, j'ai envie de visiter. À ton avis, c'est un mec qui est frileux ou c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'acheter? Quelqu'un qui te répond tac au tac, tu dis j'ai envie de visiter, part du principe que lui, il doit te faire une offre. Il est obligé de te faire une offre. Parce que s'il ne te fait pas une offre, le problème, il est dans deux endroits. C'est ou le bien ou c'est toi. Quelqu'un qui est chaud bouillant et qui t'appelle, je veux visiter maintenant, il doit faire une offre. Par contre, les autres, ils ne sont pas censés en faire une parce qu'ils ne sont pas chauds bouillants. Tu vois, imagine, tu vas avec ton pote, il te pose une question, écoute, quel smartphone je dois acheter? Samsung ou iPhone? Et le mec, il te dit, moi, je lui dis, il faut prendre un iPhone. Il te dit, ouais, mais je voulais vraiment Samsung, moi j'aime bien Android. Et j'essaie de le convaincre avec iPhone. Et je dis, viens, on va dans la boutique. D'accord? Quand je vais l'amener dans la boutique, je vais l'amener pour qu'il achète un iPhone, mais lui, il n'est pas chaud. Et le vendeur qui l'aura en face de lui, le vendeur, il va comprendre qu'il n'est pas chaud sur Apple. Il va se faire chier avec lui, écoutez, si vous préférez Samsung, allez voir Samsung. Parce que le mec, il n'est pas venu pour acheter. Par contre, quelqu'un qui veut un iPhone, quand il rentre dans la boutique, et c'est mon cas, parce que j'en vois plein des comme moi, quand tu as envie de l'iPhone, tu rentres dans la boutique, je veux l'iPhone 11. Par contre, c'est quoi la différence entre l'iPhone 11 et l'iPhone 12? Parce que je vois 200 € d'écart. Et donc, je m'intéresse au produit quand j'ai envie d'acheter. Quand je n'ai pas envie d'acheter, je ne m'intéresse pas au produit. Donc, quand quelqu'un t'appelle, toi, dans ta tête déjà, tu dois chercher à savoir si le mec, il s'intéresse au produit ou il ne s'intéresse pas au produit. Tu vas avoir plus de détails. Regarde, tu es dans un bar, tu es en train de draguer une nana. Si tu la dragues et que toi qui parles et elle ne te pose aucune question, on part du principe qu'il n'y aura rien. Si maintenant tu lui dis salut, je peux te proposer un verre, oui, elle commence à te parler avec toi, elle te pose des questions. Alors, tu es quoi? Tu es marié? Tu fais quoi dans la vie? Hop, tout de suite, tu peux partir du principe qu'elle s'intéresse à toi. C'est la même chose pour un bien immobilier. Il n'y a pas de différence. Le bien, il fait sa drague, il s'affiche, il se fait comme ça. Hop, salut, je suis beau gosse, voilà, j'ai vu sur rue, voilà, j'ai un super canapé. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Et donc, l'acheteur, il arrive et te dit, écoute, ça me plaît, je te trouve mignon, j'ai envie de t'acheter. Maintenant, si la personne, quand tu lui envoies les photos, elle est réactive, elle t'appelle, part du principe qu'elle va avoir une offre. Maintenant, ces personnes-là, quand elles vont t'appeler, très souvent, en tout cas, moi, ça m'arrive très souvent que les gens me négocient au téléphone ou qu'ils me posent des questions en disant, dites-moi, le prix, c'est fixe ou c'est pas fixe? Est-ce que les gens qui te posent des questions sur le prix partent du principe que, encore une fois, ces gens-là, ils vont te faire une offre. La question, c'est est-ce que tu leur ouvres la porte aux offres ou pas? Donc, l'idée, c'est de mettre en condition les gens et ça, tu dois être au feeling au téléphone déjà. Et donc, quand tu es au téléphone déjà et quelqu'un te pose des questions sur le prix, il faudra que tu utilises la phrase que moi j'utilise. Moi, c'est la phrase que j'adore utiliser tout le temps. Quand quelqu'un me pose des questions sur les prix, j'ai dit, écoutez, madame, vous venez visiter, si ça vous plaît, faites-moi une offre. Tout simplement. Et c'est le premier arrivé chez le notaire qui gagne. Point. Donc, je les incite avant même la visite de venir faire des offres s'ils me discutent sur le prix. Quelqu'un qui 2 secondes, Fred, je te donne la parole juste après. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas au produit, je sais que je ne vais pas avoir d'offre et là, je vais avoir un travail à faire lors de la vente. Donc, il y a 2 choses. Quelqu'un a envie d'acheter chez toi, donc il est vraiment demandeur, tu dois faire de l'anti-vente. Si quelqu'un n'est pas acheteur et tu vois que c'est difficile avec lui, il faut aller pousser pour créer le déclencheur. Mais tu ne peux pas utiliser la même méthode pour les 2 types de personnes. Il y a des gens qui sont chauds, hop, il faut juste allumer la flamme pour qu'ils dégainent un chèque. Et il y a des gens qui sont résistants parce qu'ils ne savent pas faire des offres aussi. C'est la majorité des Français ne savent pas négocier. D'ailleurs, moi, je le vois, ça fait toute ma vie. Moi, je viens d'un pays où c'est que des requins. Je t'assure, la négociation, c'est dès la naissance, on t'apprend à négocier. Par contre, en France, moi, quand je suis arrivé, j'ai l'impression que c'est que des Nemo ici. Il n'y a pas de requins, ils ne savent pas négocier. La première négociation que j'ai eue dans ma vie, c'est-à-dire quelqu'un, il fait, dites-moi, est-ce que le vendeur, il peut baisser les et c'est négociable? Moi, je lui dis non. Ah, d'accord, ils ont acheté au prix. J'ai pas compris le truc. Tu vois, les gens, ils savent pas trop bien négocier. C'est-à-dire que ceux qui savent pas négocier, qui n'ont jamais acheté de leur vie, ils savent même pas qu'une offre, c'est possible. Ils savent même pas que c'est possible de faire une offre moins 10 000, moins 20 000, moins 30 000. Et des fois, les gens vont se faire chier sur les travaux, par exemple. Ah, mais il y a quand même 20 000 € de travaux. C'est quoi la réponse à quelqu'un qui te dit, ah, il y a 20 000 € de travaux? C'est quoi votre réponse? Vincent, c'est quoi la réponse? Quelqu'un te dit, ah, mais il y a 20 000 € de travaux.
Tout dépend ce qu'ils veulent faire avec le 20 Ça 000. change rien. Ah, mais c'est trop cher, il y a en plus 20 000 € de travaux. C'est quoi ta réponse? Bah là, tu as ta marge de négoce. Oui, mais c'est quoi ta réponse? Ça veut dire qu'ils veulent descendre de 20 000, c'est tout. C'est tout, voilà. Faites-moi une offre au moins 20 000 et hop, vous avez économisé les travaux. Ça vous va ou pas? Et donc, l'idée, c'est d'inciter les gens à faire une offre. Donc, déjà, au téléphone, on les met en condition. Si tu vois quelqu'un qui parle du prix, tu dis, monsieur, quand vous arrivez à faire la visite, ça vous plaît, vous me faites une offre. Et moi, je vais me battre pour que l'offre soit acceptée. Tout simplement. Tu les incites. Maintenant, pendant la visite, qu'est-ce qui se passe? Tu laisses les gens rentrer et tu leur dis, faites comme chez vous. Ils commencent à se balader dans l'appartement. Tu regardes s'ils sont chauds ou pas. Ceux qui sont chauds, c'est ceux qui vont dénigrer le produit ou ceux qui vont t'afficher qu'ils sont chauds. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui peut cacher ses émotions. Il va dénigrer le produit parce que quand il dénigre, il sait qu'il est en train de te préparer à toi à négocier. Et si le mec il est chaud, il va te dire, je fais une offre. Maintenant, dans le cas où ils sont résistants, c'est-à-dire qu'ils font genre, ils dénigrent le produit, toi, tu dois faire la vente, d'accord? Tu dois presque attendre qu'ils te fassent des offres. Et donc, comment on va déclencher l'envie de faire une offre? Quelqu'un qui est chaud bouillant pour le bien, tu sais que si tu lui dis, alors, vous faites une offre, si tu lui dis ça, d'accord, il ne va pas le faire l'offre. Parce que lui, il a envie de faire croire qu'il n'a pas envie du bien. Donc, tu ne peux pas lui dire, faites une offre. Il faut que l'offre vienne de sa part. Donc, quelqu'un, tu vois qu'il est chaud parce qu'il dénigre le produit. Quelqu'un qui dénigre et continue à faire la visite, c'est quelqu'un qui aime le produit. Je te donne un exemple. Il y a des gens qui regardent une vidéo de moi pendant 1h30 et à la fin, il laisse un commentaire, ouais, c'est que des conneries. Tu ne peux pas dire c'est des conneries ce que je fais quand tu écoutes pendant 1h30. Quand j'allume TPMP, à la première seconde, je sais que c'est TPMP, j'éteins. Je ne peux pas rester 1 heure devant l'émission en disant c'est de la merde. Sinon, j'ai perdu mon temps. Donc, les gens qui sont chauds bouillants, tu vois qu'ils dénigrent le produit parce qu'ils veulent acheter ou parce qu'ils veulent négocier plus tard. Une des phrases que tu dois utiliser pendant ou après la visite, c'est « Bon, j'ai l'impression que ce bien ne vous plaît pas. Vous voulez qu'on visite autre chose ?» Si tu vois que le mec, il est chaud bouillant. Donc, si jamais tu sais qu'il est chaud bouillant parce que tu as décelé le fait qu'il a envie du bien, mais il fait tout pour faire genre qu'il n'en a pas envie, c'est-à-dire qu'il a fait toute la visite complète. Hein. Il a posé des questions, fait que 2 armoires, que la vue sur la cour, c'est pas terrible. Quoi, 3 jambes? Je crois qu'il y en avait 4. Il te dénigre tout ce que tu as montré déjà dans l'annonce, le prix, etc. Celui-là, il veut acheter. Donc, il ne faut pas tomber dans le panneau en pensant qu'il ne veut pas acheter. Et celui-là, il faut jouer avec lui un tout petit peu, il faut le titiller. Et il faut lui dire, bon, peut-être que vous n'avez pas le budget, vous voulez qu'on visite autre chose? Quand tu dis ça à un homme, par exemple, peut-être que vous n'avez pas le budget, vous voulez qu'on visite autre chose. Quand tu dis ça à un homme, il se vexe déjà tout de suite, mais parce qu'il est en train de le vexer au plus profond de son âme. Il va se dire quoi, j'ai pas l'argent, moi, j'ai sûr, j'ai l'argent. Si en plus tu dis ça devant sa femme, c'est encore pire. Il va vouloir prouver à sa femme qu'il a envie d'acheter. C'est encore pire. Quoi, chérie, on n'a pas le budget? Oh, mais si, on a le budget. Tiens, j'en achète 2, si tu veux. Donc, il faut être capable de titiller là où ça touche. Donc, il y a des gens qui vont être fiers, les investisseurs, ils vont jamais te dire, oh, c'est génial, putain, en plus, c'est la vue sur la mer. Un investisseur ne va jamais te parler comme ça parce qu'il sait que si jamais il donne des compliments sur le bien, il sait que tu vas lui augmenter le prix parce que ce n'est pas un débile. Mais c'est par contre la base de la négociation. Et le particulier, quand il va dénigrer, c'est parce qu'il pense que c'est une bonne méthode de négociation. Ces gens-là, tu vas les pousser à bout en leur disant, c'est peut-être pas pour vous, c'est pas grave, de toutes les manières, j'ai d'autres visites, mais est-ce que vous voulez qu'on programme une autre visite parce que j'ai un bien similaire juste à côté? Quand tu lui dis ça, tu fais de l'anti-vente parce que tu sais qu'il a envie d'acheter, mais toi, tu as envie de lui montrer que tu n'as pas envie de lui vendre. Et si tu lui montres que tu n'as pas envie de lui vendre, qu'est-ce qui va se passer? C'est le FOMO. Il va dire, merde, je risque de rater l'affaire. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va dire, non, mais vous comprenez, ouais, mais en fait, il y a quand même beaucoup de travaux. Alors, faites-moi une offre, monsieur, c'est pas compliqué. Ça vous intéresse, faites-moi une offre. Si jamais tu joues avec la bonne personne de cette manière-là, il va revenir à toi quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Parce que tu l'as poussé justement là où il a envie. Maintenant, tu vois que des gens qui ils hésitent, ils regardent l'appartement, ils font toute la visite, ils te posent quelques questions et à la fin, ils te disent, bon, on vous recontacte. D'accord? Ces gens-là, tu ne peux pas les laisser partir comme ça. Ce n'est pas possible parce qu'ils ont fait la visite. D'abord, encore une fois, il faut que tu te rappelles. Une petite parenthèse. Moi, j'ai joué au poker professionnellement pendant quelques années, d'accord? Et une des choses qui est importante au poker, c'est non seulement tu dois connaître les gens qui sont en face de toi, tu dois les connaître, c'est-à-dire tu dois savoir comment ils réfléchissent, comment ils pensent, tu dois essayer de les lire, tu vois, dans leur personnalité. Et si jamais tu veux faire tilter quelqu'un, tu veux énerver quelqu'un, tu peux pas juste balancer des jetons sur le tapis. Tu dois être capable de lui parler un tout petit peu, d'essayer de le sonder un tout petit peu, de voir qu'est-ce qui le fait peur, qu'est-ce qui le fait pas peur. Et à un moment donné, tu vas devoir miser. Tu vas devoir miser pour voir sa réaction. Donc, tu mises et tu vois s'il te relance ou il te suit. Et tu dois discuter avec ces gens-là et discuter jusqu'à un moment donné où tu vas appuyer sur le bon endroit. Si jamais tu as envie de rendre fou quelqu'un, tu lui montres qu'il y a une possibilité qu'il perde la main. C'est-à-dire, si j'ai envie de gagner de l'argent contre l'autre et je sais que je peux le gagner quoi qu'il arrive, j'ai la meilleure main et je veux qu'il paye, qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, j'ai 2 choix. Ou je lui dis, ne paye pas, couche-toi, de toute façon, tu vas perdre. Mais si lui, il a des doutes sur sa main, il va se coucher. Il va se coucher. Mais si je sais, par exemple, que le gars en face de moi, il a une certaine main, par exemple, je lui dis, écoute, je sais que tu as As-Roi, de toute façon, tu as perdu. Si je dis ça à quelqu'un, il sait que je connais ses armes.
il va se coucher. Alors, qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un quand j'ai envie de mettre tapis, j'ai envie qu'il paye? J'ai envie de lui faire croire que je sais ce qu'il a, mais ce que je pense qu'il a, c'est pas bien. Et il va me gagner avec ça. Et donc, je lui dis, écoute, moi, je suis sûr que tu as une paire de 8 et tu as brelan. Je suis quasiment certain, mais tu vas perdre. Si je lui dis ça et qu'il a vraiment un brelan, il peut être sûr de sa main. Mais si je lui dis ça, il va se coucher. Par exemple, si je lui dis, je pense que tu as une paire de 2, tu es en train de bluffer, et donc c'est pour ça que je mets tapis, lui, il pense que je me trompe. Et donc, il va payer. Donc, quand tu vas travailler avec des acheteurs, il faut vraiment comprendre qui est en face de toi. Si la personne, elle est prête à faire une offre ou elle n'est pas prête à faire une offre. Si elle n'est pas prête à faire une offre, la personne qui est en face de toi, parce que tu vois qu'elle a visité, d'accord, elle a visité l'appart, et t'a posé des questions, elle est intéressée. Par contre, elle ne sait peut-être pas négocier. Donc, tu la vois qu'elle va partir, elle va te dire, je vais réfléchir et je reviens plus tard. À ce moment-là, si tu la laisses partir, c'est foutu. Tu dois t'accrocher à elle et ne pas la laisser partir. Mais comment tu vas t'accrocher à elle? Tu ne peux pas lui dire, s'il vous plaît, donne-moi une offre. Tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu ouvres la porte à la négociation. Tu vois, par exemple, Sun Tzu, dans l'art de la guerre, il a donné une des solutions qu'il a donné une des leçons qu'il donne dans l'art de la guerre, c'est que quand tu vas combattre un ennemi et tu sais que tu vas le terrasser, tu sais que tu vas le détruire, il faut toujours que tu donnes la possibilité de s'enfuir. Si tu ne donnes pas la possibilité de s'enfuir, tu es juste cruel. Si jamais tu donnes la possibilité de s'enfuir, tu as un gars qui fait des guerres. Quand il a gagné. C'est tout. Et donc, tu donnes la possibilité de s'enfuir. Aujourd'hui, si jamais tu as un acheteur qui va se balader et que lui, il pense qu'il ne peut pas négocier parce que tu as dit, ouais, ça c'est le prix, ça fait à peine une semaine que je l'ai mis en ligne et donc j'attends encore d'autres visites et d'autres offres. Si tu dis ça aux gens, les gens, ils ne vont pas te faire d'offres parce qu'ils savent que ce n'est pas possible de négocier et que tu n'es pas pressé. Il faut que toi, en tant que négociateur, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, en tant que négociateur, moi, je suis ni du côté de l'acheteur, ni du côté du vendeur, je suis du côté des deux, mais à chaque fois, un après l'autre. Je suis du côté des deux, mais un après l'autre. Quand je suis avec l'acheteur, je suis du côté de l'acheteur. Par exemple, quand l'acheteur il me fait une offre et qu'il va me faire une offre basse, je vais lui dire des phrases du style « je vais tout faire pour que ça passe. Je vais négocier et je vais me battre jusqu'à ce que j'arrive à votre prix. » Quand je vais voir le vendeur et que j'ai une offre, parce que moi, je viens avec de l'argent, quand je viens voir le vendeur avec l'offre de l'acheteur, le vendeur, il va me dire non. Et moi, je vais lui dire pourquoi il faut qu'il accepte. Parce que j'ai l'acheteur, parce que je lui ai donné des arguments, il a le crédit tout de suite, il n'apprend pas de conditions suspensives de crédit, et je lui ai donné tous les arguments pour convaincre le vendeur. Maintenant, quand c'est le vendeur qui me fait une contre-offre, moi, je suis côté du vendeur. Je vais voir l'acheteur et je vais dire, voilà, le vendeur, il m'a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, l'idée, c'est de faire toujours être impartial d'un côté et de l'autre. Quand vous êtes avec un acheteur, vous devez être du côté de l'acheteur. C'est-à-dire que votre objectif, c'est qu'il achète, mais au meilleur prix et qu'il fasse une très bonne affaire. Quand vous mettez du côté de l'acheteur, tout ce que vous allez lui dire, d'accord, il va prendre ça en considération comme un bon conseil. Si vous faites comme si vous étiez du côté du vendeur alors que vous présentez le bien, c'est-à-dire que vous faites comprendre à la personne que vous représentez le vendeur, il ne va pas vous voir de la même manière. Vous n'êtes pas son allié, vous êtes son ennemi. En fait, vous représentez le vendeur qui veut vendre trop cher et qu'avec lui, ce n'est pas négociable. Si vous êtes le négociateur, ce qui est votre métier, et que vous prenez ce rôle de négociateur, le rôle de négociateur, c'est l'intermédiaire entre les deux. Donc déjà, dans la tête, vous devez être juste. Au moment où vous êtes avec l'acheteur, vous êtes du côté de l'acheteur. Au moment où vous êtes le vendeur, vous êtes du côté du vendeur. Quand vous êtes avec l'acheteur, il faut être de son côté. Ça veut dire quoi de son côté? Tu vois que la personne a visité. Tu vois qu'elle s'est intéressée au bien. Tu vois qu'elle a de poser des questions. Il n'y a aucune raison qu'elle reparte sans faire une offre. Mais c'est très probable qu'elle ne s'est pas communiquée, elle ne s'est pas posé des questions. Elle va faire peut-être une offre plus tard par mail. Mais elle ne va pas faire plus tard le mail avec l'offre si jamais, juste après ton rendez-vous, elle va visiter un autre bien. Et si elle va visiter un autre bien avec la même timidité et que ton bien que tu présentes, c'est 220 000 euros et que le bien d'à côté, c'est 218 000 euros, elle achètera l'autre. Parce que pour elle, il y a 2 000 euros d'écart et elle n'a pas besoin de négocier, elle achète moins cher. L'idée, c'est d'inciter les gens à faire des offres. Quand tu vois que les gens sont intéressés par le bien, tu dois les inciter à faire une offre quand ils ne t'en font pas. En lui disant, écoutez madame, j'ai l'impression que vous n'avez pas pris de décision pour acheter le bien, j'ai l'impression que ce n'est peut-être pas dans votre budget, est-ce que c'est le cas? Tu lui poses une question déjà. Si elle te dit que ce n'est pas dans son budget et qu'il y a vraiment un problème avec ça, tu lui dis, écoutez, moi je suis de votre côté. À quel prix vous aurez bien voulu l'acheter? À quel prix vous aurez bien voulu l'acheter? Et c'est à ce moment-là que tu ouvres la porte à la négociation. Quand quelqu'un te dit, ouais, mais c'est 220 000, c'est quand même trop cher, ou franchement, je dois vérifier, j'ai d'autres annonces, vous allez visiter d'autres biens. Mais qu'est-ce qui va vous faire prendre une décision d'acheter? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la surface? Est-ce que c'est le secteur? Si jamais tu ne sais pas quelle est la raison pour laquelle elle n'a pas fait une offre, tu ne peux pas commencer la négociation sur le prix. Négociation sur le prix, c'est quand quelqu'un te fait une offre en dessous du prix. Quelqu'un qui n'a pas décidé d'acheter, c'est qu'il y a un problème avec le bien. C'est l'emplacement, c'est quoi d'autre? C'est l'étage, c'est le voisinage, c'est le confort, c'est la beauté. D'accord? Tous ces trucs-là, c'est ce que les acheteurs ont dans la tête. Donc, ce que tu veux savoir avant de laisser partir la personne, tu lui dis, madame, j'ai l'impression, ou monsieur, j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment intéressé par ce bien. Est-ce que vous voulez qu'on organise d'autres visites?
quand tu dis ça à quelqu'un qui a vraiment envie d'acheter, mais qui ne sait pas négocier, il va te dire l'inverse. Non, mais je pense que c'est un produit intéressant pour moi. Je voudrais bien me positionner. Alors, je dis, pourquoi vous ne faites pas une offre alors? Parce que tu vas les inciter à prendre une décision. Quelqu'un qui est indécis, il faut lui dire, monsieur, vous avez le choix. Ou vous partez, ou vous faites une offre. Mais il faut lui donner des choix. Si jamais tu ne lui donnes pas des choix, la personne ne va pas choisir le choix de faire une offre. Elle va préférer prendre la lâcheté. La lâcheté, c'est quoi? C'est de partir sans vexer qui que ce soit et sans se faire rejeter. Ça, c'est les personnes qui sont en face de toi. Hein. Même les acheteurs, ils n'ont même pas les couilles d'acheteurs. Il y a un acheteur, c'est lui qui a l'argent. Il sait qu'il a le pouvoir. Normalement, il sait qu'il a le pouvoir. Et donc, quand il vient, il sait qu'il a l'argent. Et normalement, il se prend pour un roi. Normalement. Et il y a des gens qui ne se prennent pas pour des rois parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont la puissance de l'argent entre les mains. Et comme ils n'ont pas compris ça, ils pensent que leur argent, ce n'est pas suffisant. Ils sont même vexés qu'ils ne puissent pas acheter le bien parce qu'ils se disent, je n'ai pas assez travaillé dur dans ma vie et je n'ai pas assez d'argent, donc je suis vexé de dire que je n'ai pas l'argent. Et ces gens-là, ils ne vont pas te faire d'offres parce qu'ils sont timides. Il y a des gens qui ne savent pas négocier, qui pensent que négocier, c'est une arnaque ou c'est le crevard qui va gratter les fonds de tiroir. Donc, l'idée, c'est de transformer tous les gens qui sont en face de toi en investisseurs, en acheteurs et en quelqu'un qui va réfléchir comment économiser de l'argent. Donc, quelqu'un qui est intéressé par le bien, parce qu'il a posé des questions, parce qu'il a passé du temps avec toi, parce qu'il t'avait demandé les photos, il est venu au rendez-vous à l'heure, il est venu bien habillé, il t'a posé des questions, cette personne-là, elle doit acheter, point. Il n'y a aucune raison dans ma vie à moi personnelle et professionnelle que quelqu'un m'appelle au téléphone pour me dire « Salut Daniel, tu me sers à rien, bye ». À part mon ex-femme, personne ne me fait ça. Quand quelqu'un m'appelle, c'est pour me dire « Bonjour Daniel, je suis intéressé par ce que tu fais, qu'est-ce qu'on peut faire ?»« Bonjour Daniel, j'ai vu le bien en ligne, ok, est-ce qu'on peut faire la visite ?» Tous ceux qui m'appellent, je pars du principe qu'ils ont besoin de la chose pour laquelle ils vont appeler. Ils en ont besoin. C'est-à-dire que si jamais ils ne repartent pas avec le paiement, tout simplement, c'est ma faute, point à la ligne. C'est pas possible que quelqu'un rentre dans un restaurant de sushi, il arrive à l'accueil, on lui dit bonjour, il s'assoit à la table et juste avant de commander, il dit je me casse. C'est très peu probable ça. Ils te disent je suis assis mais je voulais des pizzas alors je suis venu manger des sushis. Et c'est très peu probable. Les gens qui vont rentrer dans un restaurant de sushi, ils aiment les sushis et ils veulent s'asseoir pour manger. Ils vont pas faire demi-tour dès qu'ils sont à l'accueil. Donc quand quelqu'un fait demi-tour à l'accueil et qui repart du restaurant, tu dois te poser des questions en tant que patron. Il y a quoi? Il y a un problème avec d'odeur, il y a quoi? On les a pas bien accueillis, on leur a pas dit bonjour, les prix sont trop chers. Tu dois te poser des questions si quelqu'un n'achète pas tes sushis parce qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a fait demi-tour. Même chose chez toi. Si tu présentes un produit et que la personne, elle t'appelle au téléphone, elle te pose des questions, elle vient en visite et elle repart sans, et il s'est passé quoi? Donc, il y a deux choix possibles. C'est où le bien n'est pas assez bien pour eux, ou c'est toi. On va dire que toi, tu as fait ton boulot. Alors, pourquoi ils ne s'achètent pas? Il y a une seule raison, il y a deux raisons à mes yeux. Le bien ne leur plaît pas d'une manière générale, ou c'est trop cher. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que si jamais le bien n'était pas de leur surface qu'ils voulaient, ils n'auraient pas appelé au moment de l'annonce. Si ce n'était pas dans leur budget, ils n'auraient pas appelé au moment de l'annonce. Mais s'ils ont appelé, tu leur envoies les photos, ils sont venus visiter, il n'y a aucune raison qu'ils repartent sans offre. Les deux raisons possibles. Toi, parce que tu es naze, tu as fait une connerie. Et si jamais tu n'as pas fait de connerie, la raison, c'est parce qu'ils sont timides, ou ils ne savent pas négocier, ou ils ne savent pas que c'est possible de négocier. Et parce que toi, tu t'es mis dans la position, je protège le vendeur. Donc, moi, je ne protège pas le vendeur dans 2 secondes, Vincent. Moi, je ne protège pas le vendeur au moment où je suis avec l'acheteur. Je présente à l'acheteur mon futur client. Bonjour, monsieur, je vous explique pourquoi ça, c'est une bonne affaire. Je vous explique pourquoi il faut l'acheter. Et si jamais il est reparti sans offre, c'est peut-être parce qu'il ne sait pas négocier. Et je vais dire, monsieur, apparemment, ce bien ne vous plaît pas ou apparemment, il est trop cher. Ça dépend, tu vois, le feeling que tu as avec les personnes. Soit tu vas axer le discours sur l'argent ou tu vas axer le discours sur la beauté du produit. Et à la fin, tu dis, est-ce que vous voulez que je vous présente autre chose? Et tu attends qu'ils te disent, non, en fait, ça m'intéresse, mais c'est trop cher ou c'est ci ou pour ça. Si tu dis c'est trop cher, faites-moi une offre, madame. Faites-moi une offre. À quel bien, à quel prix vous aurez bien voulu l'acheter? Et c'est une des raisons pour laquelle je fais toujours le compte-rendu de visite. Parce que je ne peux pas pousser les gens à me faire, obliger les gens à me faire une offre. Quelqu'un qui ne veut pas acheter quelque chose, il n'achètera pas. Quelqu'un qui veut acheter, il te fera une offre. Donc, il y a deux choix. Soit les personnes ont envie d'acheter et sont timides, ou c'est des personnes qui ont envie d'acheter mais ils ne te le disent pas, ou c'est des personnes qui n'ont pas aimé le produit du tout. Et donc, quand ils n'ont pas aimé le produit, tu ne vas pas le forcer. Par contre, tu peux forcer quelqu'un qui n'a pas aimé le produit en lui disant « faites-moi une offre », parce que même si jamais c'est trop cher à ce prix-là à vos yeux, je suis certain que 30 000 € en dessous, ça sera un peu plus beau à vos yeux. En réalité, n'importe quel produit, moche, beau, peu importe, tu descends de 50 000 €, tu descends de 100 000, tout le monde a envie de l'acheter. Hein. Parce que si jamais quelqu'un, ça ne lui plaît pas la couleur, ça ne lui plaît pas l'agencement, il n'y a plus qu'à faire des travaux derrière. Donc, la seule chose qu'il faut expliquer aux gens, madame, vous savez qu'un bien, on peut faire des travaux. Donc, si ça ne vous plaît pas, vous savez, vous pouvez réfléchir à l'agencement. Vous voulez que je vous aide, je vous amène à quelqu'un qui va vous faire une réalisation virtuelle pour pouvoir regarder ce qu'on peut faire dans le bien. Si ça vous intéresse, que vous pensez qu'il y a trop de travaux, on va chiffrer les travaux, on va le faire ensemble. Et les travaux, on va les négocier à la baisse avec le vendeur.
et vous aurez vos travaux gratuits. Donc, l'idée, c'est de leur montrer qu'ils sont en train de faire un bon achat, un bon investissement, mais ne pas laisser quelqu'un partir si tu penses qu'il est intéressé déjà par le bien. Ne pas laisser quelqu'un partir sans faire une offre. Et donc, pour l'inciter, il faut lui donner la possibilité de faire une offre. Le suggérer tout le temps, au moment de la visite, au moment du téléphone. Vous savez, madame, si ce bien ne vous plaît pas au moment de la visite, parce que tu vas les inciter à la visite, vous savez, j'ai toujours d'autres biens, on pourra parler, on pourra négocier. Même s'il est un peu en dehors de votre budget, venez en visite et au pire, vous me faites une offre. D'accord? Ou au mieux, vous faites une offre et je vais tout faire pour négocier pour vous cette offre. Donc, l'idée, c'est de leur suggérer tout le temps la possibilité de faire des offres et que vous êtes de leur côté. Voilà, grosso modo. Maintenant, et chaque cas est différent. Si maintenant, tu as eu un cas où il y a quelque chose qui s'est passé et quelqu'un t'a dit où il n'a pas réagi, maintenant, il faut savoir l'histoire. D'ailleurs, le mieux pour moi, quand je veux régler un problème, c'est de savoir comment ça s'est passé, les choses. Ça se trouve, tu as fait vraiment des conneries sur le chemin. Qu'est-ce que tu voulais dire, Vincent? Non, je disais, c'est par rapport à la timidité. La timidité, souvent, c'est ce qui bloque la première offre. Et au contraire, il faut passer sur forme de jeu pour vous, verbalement, quel est le bon prix pour ce logement, quoi. Voilà. Déjà, il y a un prix. Ils lâchent un prix verbalement. Déjà, dans leur tête, il y a un début d'engagement. Je suis d'accord avec toi, mais pas tout le monde a un problème avec le prix. Tu comprends? Non, pas tout le monde a un problème avec le prix. Pour la timidité qui fait que ça bloque la première offre. Ah oui, mais encore une fois, ce que tu fais, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, il faut que tu les incites. Donc, c'est très bien ce que tu dis maintenant. Mais il faut toujours avoir le feeling de la personne qui est en face de toi. Il y a des gens qui ne vont pas faire des offres justement parce qu'ils sont timides, ils ne savent pas négocier, ils ne savent pas faire ça. OK, mais ils auraient bien voulu l'acheter et le bien leur plaît. C'est-à-dire, si jamais leur bien leur plaît, mais ils sont timides, toi aussi, tu cherches à vendre le plus cher. S'ils sont timides, tu les incites à faire une offre plus basse, plus basse. L'essentiel, c'est qu'ils montrent un intérêt. Après, tu vas négocier à la hausse ou pas, peu importe. Mais quelqu'un pour qui le bien n'est pas intéressant du tout, d'accord, il ne va pas te faire une offre, même si tu l'incites à faire une offre, parce que le bien ne l'intéresse pas, d'accord, il n'intéresse pas le bien. À partir du moment où on est dans l'immobilier et on réfléchit particulier, c'est-à-dire qu'on réfléchit, je vous présente un bien, où il est beau, où il est moche à vos yeux, donc vous l'achetez s'il est beau à vos yeux et vous ne l'achetez pas s'il est moche à vos yeux, les gens ne vont pas réfléchir business, donc ils ne vont pas réfléchir rentabilité, ils ne vont pas réfléchir revente, ils réfléchissent beauté. Et quand tu fais une comparaison entre un bien beau et un autre bien pas beau aux yeux de l'autre, ben l'autre, il va prendre le bien plus beau parce que son problème, c'est la beauté. D'accord? Son problème, c'est la beauté. Mais comment on règle la beauté de quelqu'un qui est moche? Tu vois ce que je suis en train de te dire? Ça me rappelle un truc que j'ai vu hier sur TikTok et je voulais en faire une vidéo. T'es gentil. Ah ouais. C'est pas beau, mais t'es gentil. Ouais, c'est presque ça, mais il y a une nana. Il y a une nana qui est horriblement moche parce qu'elle a vécu une vie très difficile, elle a eu des problèmes de santé, ses dents, elles sont tombées, ses cheveux, ils sont tombés, elle est devenue horrible. Alors qu'elle était mignonne quand elle était jeune, elle est devenue horrible. Et cette nana, elle fait un compte TikTok avec 2 millions, 3 millions d'abonnés. Elle gagne beaucoup d'argent, cette nana. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, je suis moche, je vous explique comment j'ai surmonté ces trucs-là. Et elle a commencé à prendre du maquillage, des trucs, et que des outils, des ustensiles qu'elle met sur elle, et elle devient une bombasse. Si tu vas sur son compte, tu as l'impression que c'est une bombasse. Et donc, elle fait des vidéos avec une autodérision énormissime où elle se démaquille devant tout le monde, tu vois, et tu vois l'horreur qu'il y a derrière le maquillage. Maintenant, pourquoi je te dis ça? Parce que ces personnes-là qui ont décidé les personnes que tu vois, ils ne sont pas vraiment ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Tu comprends? Maintenant, si jamais tu cherches une femme par la beauté, tu vas comparer une beauté avec une autre beauté. Et donc, celle qui va te plaire le plus, c'est celle qui va être la plus belle. Et maintenant, est-ce que tu vas chercher l'intérieur de la personne ou pas? Et elle, c'est ce qu'elle essaie de démontrer. Elle essaie de démontrer que c'est pas la beauté qui compte parce qu'elle est tombée amoureuse d'un mec et ce mec, il l'a jamais quitté parce qu'elle a voulu continuer à se faire belle pour lui. Et c'est ça son histoire. Et c'est pour ça qu'elle fait ce truc-là et qu'elle montre que c'est pas parce que tu es extérieurement moche que tu peux pas t'embellir, tu vois. Et donc, pourquoi je te raconte ça? Parce qu'un appartement, même le plus moche qui existe, et je vais vous donner ce compte à cette nana parce qu'elle est courageuse, mais énorme, et c'est trop fort. Et donc, pourquoi je donne cet exemple? Parce que pour un appartement, c'est comme ça que je fais la liaison, tu vois. Mais l'appartement le plus moche qui existe, et là, je vais te raconter une petite histoire vraiment puissante, parce que c'est là-bas où j'ai tout appris dans l'immobilier. J'ai tout appris. Et donc, même l'appartement le plus horrible qui existe sur la planète, d'accord? Il suffit de rajouter de l'argent, hop, il sera le plus beau de la planète. Je te donne un exemple. Un de mes premiers biens que j'ai vendu dans ma vie, c'était au passage du Prado, à Paris. Je crois que c'est 11e ou 12e. Je crois que c'est 11e. Et c'est un truc tout pourri, où il n'y a que des prostituées qui se baladent à l'intérieur, il y a des gens qui vendent de la drogue, tout est dégueulasse. Un marchand de biens m'appelle, il fait bonjour, monsieur Nadjar, tiens, allez chercher les clés, voilà, il y a le truc à vendre. Je vais voir le truc. À peine tu rentres dans l'appartement, déjà, il y a le plafond qui descend ici. C'est-à-dire tu dois te baisser pour rentrer dans l'appartement. Donc, il y a un plafond très bas, une grosse couche de béton. Et je rentre quand même en me baissant. Une fois que tu as dépassé l'entrée, hop, tu peux te relever un tout petit peu. Mais quand tu lèves la main, tu touches le plafond. Donc, déjà, c'est dégueulasse. En passant, en rentrant, déjà, je vois qu'il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Il n'y a pas de tout à l'égout, il n'y a pas de lavabo, il n'y a nada. Et je rentre et je vois des souris qui se baladent et des rats qui se baladent dans l'appartement. Mais c'est un truc horrible. Et maintenant, il y a une fenêtre.
Une seule fenêtre et c'est tout. Tout le reste, c'est fermé. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a, je vois que des murs. Et donc, je trouve que c'est une affaire dégueulasse. Je fais mon estimation à combien je pourrais la vendre. En gros, c'est hop, je mets une annonce et après, je baisse doucement. Et il n'y a personne qui m'appelle. Enfin, non, il y a plein de gens qui m'appellent, mais personne qui achète. Juste personne. D'accord. J'ai fait des centaines et des centaines de visites pendant plus de 3 mois. Des centaines, vraiment, parce que j'ai mis ça tellement à un bon prix que tous les investisseurs, tous les marchands de biens de Paris sont venus visiter. Pendant 3 mois, je fais les visites tout seul, je fais des visites et il n'y a rien qui fonctionne. Jusqu'au jour où j'ai un rendez-vous et je dois partir. Je laisse un de mes commerciaux, je dis, fais la visite à ma place. Aujourd'hui, j'avais un seul gars que je ne pouvais pas assurer le rendez-vous. Il va faire la visite. Et c'est mon commercial qui va faire la visite. 5 minutes plus tard, il m'appelle, il fait, c'est j'ai une offre. C'est-à-dire quoi, tu as une offre? Ça fait 3 mois que je fais ça. Alors, c'est peut-être moi le problème. Hein. C'est peut-être pas le problème parce que ça fait 3 mois que je fais la visite, j'ai aucune offre. Toi, tu arrives, tu fais une offre. Et donc, je dis, il faut absolument que je vois l'investisseur qui t'a fait une offre. Donc, déjà, combien l'offre? Et je ne me rappelle plus exactement des prix, mais c'était un truc que je présentais à 200 000. Et le mec, il me fait un prix, genre moitié prix, il me défonce le truc. Il me fait genre 100 000 au lieu de 200 000. Je ne me rappelle plus, c'était il y a 20 ans. C'était une de mes premières affaires. Et donc, je vois l'offre qui est très, très basse. Et je dis, je m'en fous, moi, c'est une offre. Hein. Je ne suis pas là pour juger ce que jamais personne m'a fait d'offre. C'est la meilleure offre que j'ai. Je lui donne un rendez-vous avec cet investisseur. Je dis, il faut absolument qu'on se voit. On se retrouve dans le bien. Et j'ai envie que vous m'expliquiez votre offre. Parce que je ne l'ai pas compris. C'est le seul sur 3 mois. Je ne comprenais pas pourquoi on fait cette offre déjà. Je voulais être sûr qu'il a envie d'acheter. Maintenant, pour le rencontrer, parce que toute ma vie, c'est de rencontrer les investisseurs, les marchands de biens. Donc, je le rencontre, je fais une visite. Et le mec, il me dit, voilà, je vous expliquais. Donc, il vient, il avait un petit cutter, un petit truc entre les mains comme ça. Il dit, il fait un truc, un petit coup de canif ici. Il dit, vous voyez ça c'est du BA13. Il fait un autre coup de canif. Vous voyez ça c'est les chiottes. Vous voyez ça c'est les fenêtres, elles ont été cachées. Vous voyez ça c'est la tuyauterie. Vous voyez ça c'est le truc. Vous voyez ça. Et tout ça avec un canif. Il a réussi à voir avec ses yeux les choses qui étaient vraiment intéressantes sur le bien. Moi, je n'avais pas vu. C'est normal, c'était ma première vente. Voire ma première vente. Maintenant, et moi, je dis, oui, mais le béton, là, le plafond, il est comme ça. Non, ça, c'est un problème. Il y a eu sûrement des dégâts des eaux quelque part. Il suffit de tout casser, mettre des VPN et tout va bien se passer. VPN, de quoi vous parlez exactement? Et donc, je dis, bon, pas de problème. Mais le mec, il dit, je veux bien vous faire une offre. J'ai une condition, par contre. J'ai envie de faire les travaux avant la signature du compromis. Donc, entre aujourd'hui et le moment du compromis, je vais avoir les clés maintenant. Moi, je dis, je ne sais pas, je vais vérifier. Donc, j'appelle le marchand de biens, j'appelle les assurances et je vois que c'est possible. Je négocie avec le marchand de biens, il me dit pas de problème, s'il me fait une garantie juste avant, et si jamais il fait des travaux et il casse, c'est lui qui paye tout et il achète le bien quand même. Donc, j'ai négocié toutes les bonnes conditions et le marchand de biens était d'accord, l'investisseur était d'accord, tout va bien. Et on signe. Maintenant, une fois qu'on a signé, le marchand de biens, il me dit, monsieur Nadjar, je vous aime bien, vous. Vous savez ce qui va se passer? Moi, je vous conseille de venir une fois par semaine pendant les 3 prochains mois. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Toutes les semaines, pendant tous les 3 prochains mois, je suis parti voir l'avancée des travaux. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Tu ne peux même pas t'imaginer. C'est l'endroit le plus minable que j'ai pu voir dans l'immobilier de ma vie. C'est le bien le plus pourri que j'ai pu vendre de ma vie. Je reviens, quand il y a des travaux, il y a un chantier, il casse tout. Mais à la fin, regarde ce qui s'est passé. Le mec, il a fait une cuisine américaine énormissime. Il a ouvert 6 fenêtres. Il a mis un jacuzzi. Il a mis un bar américain. Il a fait de cette pièce qui faisait à peu près 60 mètres carrés, mais tout aveugle, tout dégueulasse avec des rats à l'intérieur. Il en a fait un palace. Il a acheté le produit dans les 100 000 euros. Il l'a revendu à 300 000 ou 400 000 euros plus cher de ce qu'il avait acheté. Parce que ça a transformé le truc en palace. Le pire, c'est que pendant qu'il était en train d'acheter, il ne m'a pas dit qu'il avait acheté tous les autres locaux comme ça qui étaient dans la rue. Et au final, il a fait une entrée, il a fermé à clé. Les prostituées ne rentraient pas. Et maintenant, il a vendu tous ses apparts entre 300 et 500 000 euros. Maintenant, pourquoi je te dis ça? C'est que le mec, il savait exactement ce qui pouvait se passer dans le bien. Il a eu la vision marchand de biens, il avait son expérience. Il avait l'argent, il avait les couilles, il était en train de me faire un bébé dans le dos en achetant tous les biens à côté, sans me le dire, parce que si j'avais été intelligent, moi, j'aurais tapé aux portes et c'est ce que j'aurais dû faire, de proposer à tout le monde de vendre leurs biens à un seul gars. Et devine quoi, c'est ce que je fais de ma vie depuis ce jour-là, parce que quand je vous dis d'inciter les gens à acheter ou à trouver les opportunités, c'est ce genre de truc que j'ai appris avec ce gars-là. Donc, à la fin, il revend ce bien et tous les biens qu'il a achetés là-bas comme un complexe entier dans ce truc-là, je te parle de ça il y a 20 ans, et il a augmenté le prix x10, x100. Pourquoi je te dis ça? Parce que les gens qui viennent et qui te disent ça leur plaît pas le bien, ou ils ont pas envie de faire une offre, parce que, alors on ne dit pas qu'ils sont timides pour les offres, mais disons que le bien leur plaît pas. D'accord? Ces gens-là, ils comprennent pas que c'est possible de faire des travaux tout simplement et de tout casser, de tout recommencer à zéro. J'ai découvert une nana il y a très longtemps qui faisait de la reconstitution 3D. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon business de réfléchir dans ce sens. C'est-à-dire que les gens, j'ai compris avec le temps, les acheteurs, ils ne sont pas tous, tu vois, architectes dans la tête.
ne sont pas tous designers. Ils n'ont pas tous la possibilité de se projeter. Par exemple, si je te dis maintenant, cet appartement il fait 60 mètres carrés avec une pièce de 12 mètres carrés et une autre pièce de 22 mètres carrés. À ton avis, tu crois que dans ta tête à toi, avec ton cerveau qui réfléchit géométrie et ton cerveau spatial, je ne sais pas comment on appelle ça, parce qu'il y a un moment donné dans notre cerveau, on a la mémoire spatiale, je crois que ça s'appelle comme ça. Est-ce qu'on est capable, nous, de comprendre ce que ça veut dire 12 mètres carrés? Est-ce qu'on est capable de comprendre ce que ça veut dire 11 mètres 50? On n'est pas capable d'envisager. Par contre, quand tu dis le mot c'est spacieux, ça change tout. Les gens, ils comprennent le mot spacieux, ils ne comprennent pas le mot 11 mètres carrés et demi. Et donc, l'idée, c'est que les gens ne partent pas du principe qui savent négocier, 2, qui comprennent qu'ils sont capables d'extrapoler les travaux qu'il y a ici et d'en faire un palace. Et donc, c'est pour ça que la reconstitution 3D, par exemple, les aide à se projeter. Et c'est pour ça que le futur, ça va être ce genre de choses. C'est de montrer aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent avoir plus tard dans le futur. Et donc, quand les gens, tu leur dis, il suffit de faire 50 000 euros de baisse, et là, vous faites des travaux et vous rendez votre truc un palace. Quand tu leur montres que c'est possible, les gens, ils commencent à réfléchir autrement. Et donc, quand tu leur montres que c'est possible, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de baisser le prix ou de négocier, de faire des offres à la baisse. Tu ouvres la porte, comme dans l'art de la guerre dans Sun Tzu, tu dis, c'est la possibilité de s'échapper et de sortir en étant gagnant, en faisant une offre à la baisse. Non seulement vous allez gagner sur le prix d'achat, mais en plus vous allez avoir vos travaux gratuits. Donc, il faut inciter les gens. Mais il ne faut pas tout faire pour qu'ils achètent. Il faut pas tout faire pour vendre, c'est-à-dire pas insister. Parce que si tu insistes, il ne faut jamais perdre en fait la position de force. Quand c'est toi qui insistes pour vendre, la personne, elle pense que c'est toi qui as besoin de vendre et elle ne va pas te faire d'offre, ou si elle t'en fait une, elle va être basse. Si maintenant, c'est la personne qui te fait des offres, elle ne va pas te faire l'offre qu'elle veut vraiment, elle va tout faire l'offre pour qu'elle passe. Elle ne va pas te faire une offre pour l'acheter au meilleur prix. Ils vont te faire une offre pour qu'elle passe. Donc, la question, c'est quelle est la personne qui est en face de toi? Quoi qu'il arrive, il faut inciter les gens avec de l'argent. C'est pour ça que je vous conseille de considérer tous les acheteurs comme des investisseurs potentiels et leur dire qu'ils pourraient faire une bonne affaire s'ils font une offre. Et l'idée, c'est que même une affaire qui est trop chère n'est pas une offre. Une affaire négociée, ça devient une affaire. Un produit trop cher négocié, ça devient une bonne affaire. Et l'idée, c'est d'inciter les gens. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. C'est clair? Ouais, nickel. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup d'histoires de feeling avec ça. C'est-à-dire que chaque cas est différent. Vraiment, chaque cas est différent. Il faut être capable de toucher le bouton qui fait mal pour que les personnes ils se réveillent. Et donc, les deux choses les plus importantes, c'est le FOMO, c'est-à-dire fearing to missing out, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose. Donc, il faut que les gens ont l'impression, quand ils partent, qu'ils risquent de rater l'affaire. Et pour ça, il faut leur dire, madame, si vous êtes vraiment, ce bien vous plaît, je vous conseille de faire une offre. Pas en lui disant, j'ai 25 offres qui vont arriver ou j'ai d'autres visites. Si ce bien vous plaît, je vous conseille de faire une offre. Dites-moi le prix auquel vous aurez acheté et je vais tout faire pour me battre pour vous. Si tu les incites pas comme ça ne va pas se passer. Si tu te mets de leur côté, ils vont te dire, ah, il est de mon côté, il travaille pour moi. Donc, en fait, c'est comme si ils te mandataient à faire un travail et tu travailles de leur côté. Mais si jamais ils ont l'impression que tu es du côté du vendeur, ils vont se battre avec toi comme si tu étais le méchant parce que tu représentes le vendeur. En fait, l'acheteur, c'est ton client. Il faut que tu sois à son côté. Il faut qu'il ait l'impression que c'est son côté. Et le vendeur, c'est aussi la personne que tu as besoin de négocier, mais ce n'est pas ton client. Celui qui va te payer, c'est l'acheteur. Si jamais tu dois te mettre dans un des deux côtés, tu ne peux pas faire les deux, tu choisis l'acheteur, quoi qu'il arrive. Et donc, les offres qui vont te faire 50 000 euros, 30 000 euros en dessous, on s'en fout. Le but, c'est de se battre. Et une des choses que je dis toujours à ceux qui me font des offres, je vais dire, madame, peu importe le montant que vous allez me donner, je vais tout faire pour y arriver. Et je vais me battre pour vous. Ça va peut-être prendre 3 semaines, ça va peut-être prendre un mois, mais quoi qu'il arrive, je vais me battre pour vous. Quand la personne, elle comprend que tu es là de son côté et que tu vas négocier pour elle, elle va te faire des offres. Si tu représentes le vendeur, elle ne t'en fera pas. Ou elle te dira, ça m'intéresse, mais tu seras le méchant à ses yeux. L'idée, c'est que tu ne sois pas le méchant, que tu sois de son côté. Voilà. Ça va, Mélanie? Vincent, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Non, très bien. Très bien, très bien. Après, un bien n'est peut-être pas à leur goût aujourd'hui, mais demain, il peut l'être, tout simplement. Voilà. Non, le bien n'est jamais à leur goût. Personne n'a envie de l'acheter pour habiter dans la maison de quelqu'un d'autre. Personne. Personne. J'ai un petit coup de chance, moi, alors. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, si jamais tu cherches, tu es locataire, tu cherches un bail meublé parce que tu n'as pas de meubles, tu n'as pas de mobilier, tu n'as pas de ce genre de choses, ok, tu acceptes le deal. Mais quelqu'un qui achète pour habiter, donc un particulier, d'accord? Quelqu'un qui achète pour habiter, en général, il achète pour être propriétaire et pour faire son petit chez-soi. La majorité des gens, ils vont adapter, ils vont faire un peu de peinture, un peu de décoration pour adapter leur maison à leurs yeux, n'est-ce pas? Ouais, non, n'est-ce pas? Mais non. Quand tu fais visiter le bien de quelqu'un, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui habite, parce qu'il y a vraiment une différence quand tu vends un bien vide et un bien occupé, d'accord? Quand tu viens un bien occupé, les gens, ils viennent de rentrer dans la vie de l'autre, d'accord? Donc, ils voient leur mobilier, ils voient leur décoration, ils voient leur truc. Quelqu'un qui a des décorations avec que de la tapisserie, avec des fauteuils tout pourris, avec des chaises en bois, quand tu viens faire la visite à quelqu'un, celui qui vient pour acheter, il est déjà en train de se projeter. Et imagine qu'il n'a pas d'imagination.
Devine quoi? C'est 99% de la planète n'ont pas d'imagination. Il n'y a que quelques génies qui ont de l'imagination. Les autres n'ont pas d'imagination. Si tout le monde avait de l'imagination, on serait tous graphistes, artistes, etc. Il y a un petit pourcentage de la planète qui ont ça et ils nous font divertir, ils nous font kiffer, on achète leur musique, etc. Mais pas beaucoup de monde ont de l'imagination. Et même quelqu'un qui est chanteur, ça ne veut pas dire qu'il a l'imagination dans la décoration. Donc, pas tout le monde est capable d'extrapoler et faire des travaux. Et donc, quand tu as un acheteur qui vient visiter un bien particulier, il va acheter en tant que particulier, et il est en train de voir la décoration de quelqu'un d'autre et qu'il n'a pas d'imagination, à ton avis, il repart avec quoi? Putain, il est dégueulasse cet appartement. C'est la seule chose qui se dit. Il n'a pas envie d'acheter. Et il n'a pas envie d'acheter parce que le bien ne lui plaît pas. Quand tu présentes un bien vide, tu crois que c'est plus facile parce que tu n'as pas la décoration, mais au final, il n'y a pas d'espace. Tu ne sais même pas si le salon est spacieux tant que tu n'as pas mis le fauteuil, la table basse, etc. Tu ne le sais pas. Et donc, quand c'est vide, tu as aussi des problèmes d'extrapolation. Tu as aussi des problèmes de te projeter. Tu as des problèmes. Et donc, comme les gens, ils ont des problèmes d'imaginer les trucs. Même moi, j'ai du mal à imaginer. Je suis dans l'immobilier depuis 20 ans, mais je ne suis pas un créatif, tu vois. Alors, je suis un peu créatif dans certaines choses, mais je ne suis pas un designer. C'est-à-dire, ma déco chez moi, c'est de la daube, tu comprends? Si c'est moi qui l'a fait, s'il n'y a pas une femme qui vient faire un peu de déco, chez moi, ça sera une maison toujours de mec, tu vois, comme quand j'étais gamin, tu vois, les choses ne sont pas rangées au bon endroit parce que je suis un mec, parce que j'ai pas ça. Maintenant, si je vois un truc dégueulasse, il n'est pas tout solide, propre, nickel, tel que je le veux, je ne vais pas acheter, ça me saoule. Maintenant, si la personne qui vient me faire visiter le bien me dit, tu vois, là, c'est dégueulasse, mais si vous saviez ce qu'on était capable de faire dedans, et là, tu lui proposes, par exemple, la projection 3D, que ça coûte rien, ça coûte 60 balles de faire un truc pareil. Hein. Et la personne, elle regarde, et tu peux le faire pour une personne, comme tu peux le faire pour tous les acheteurs qui vont venir, et tu leur montres, voilà, ça c'est avant, ça c'est après. Maintenant, le après, j'ai chiffré les travaux. Ça coûte 25 000 euros, 30 000 euros de travaux. Si tu vois que la personne, ça ne lui plaît pas le bien, tu dis, regardez, j'ai l'impression que ce bien ne vous plaît pas en l'état. Regardez ce que je vous ai préparé. Reconstitution 3D. Et ça, tu investis 50 balles pour un truc et tu prépares ça pour les futurs visiteurs quand tu vois que le bien est moche parce qu'il a occupé ou la mauvaise décoration. Quand le bien, il est parfait. Là, ça m'est arrivé aussi de voir un bien parfait. Super design, refait à neuf, cuisine aluminium, la classe. Tu n'as pas grand-chose à faire là-bas. Mais de l'autre côté, si le mec a fait la déco, même si elle est belle, c'est possible que l'autre, ça ne lui plaît pas non plus. Ah merde, j'aime pas les cuisines américaines. Mais écoute, elle a coûté 150 000 balles la cuisine américaine. Ouais, mais j'aime pas les cuisines américaines. Ça ne va pas lui plaire non plus. Donc, il y a des gens qui vont venir dans des appartements dans l'espoir de tout casser et tout rénover. Il y a des gens qui veulent arriver, il n'y a rien à faire. Tu comprends? Et donc, ces deux personnes-là, il faut les prendre séparément. Celui qui veut rien faire dans les travaux, il faut qu'il visite un appartement tout fait, tu comprends? Et tout fait. Et lui, quand tu ne vas pas te faire une offre, c'est justement parce qu'il n'a pas envie de se faire chier avec les travaux. Même lui, il faut le convaincre. Écoutez, monsieur, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de trop vous prendre la tête. Mais sachez que je connais beaucoup d'artisans et j'ai déjà chiffré les travaux, ça fait 20 000 euros. Et si vous rajoutez 5 000 euros, avec laquelle s'en occupe de A à Z, vous n'avez absolument rien à faire avec des garanties décennales et tout ce que vous voulez. Et tu l'incites à réfléchir à faire des travaux pour faire l'appartement le plus beau de leur rêve. Mais il faut que tu leur facilites. Nous, à part le mot négociateur, j'aurais rajouté un autre mot dans ma vie de négociateur. C'est facilitateur. L'idée, c'est d'aider les gens à arriver à leur fin. Tu veux l'appart, tu es venu, tu t'es déplacé, tu m'as appelé, tu as vu les photos, tu m'as appelé, tu as répondu en SMS, tu es venu au rendez-vous, tu as confirmé, tu t'es déplacé, tu es resté 1 heure avec moi en visite et tu n'achètes pas, mais ça va pas ou quoi? Est-ce que tu connais une femme qui rentre chez Ikea, qui ressort sans rien? Même quand ils n'ont rien trouvé, ils achètent une fourchette à la fin. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter avoir passé 6 heures chez Ikea sans acheter. Ils ne peuvent pas supporter ce truc-là. Alors ils achètent. Tu ne peux pas rentrer chez Franprix, chez Auchan, te balader pendant 6 heures et à la fin tu dis, j'ai rien acheté. Tu sais que tu vas te faire mal voir. Alors tu achètes des chewing-gums. Tu es obligé parce que c'est ta honte. Et la même chose quand tu rentres dans un bien immobilier, tu ne peux pas passer 1 heure là-bas et sans acheter. Alors, il faut que tu trouves des excuses. Ah oui, je suis pressé, j'ai le babysitter. Ou non, mais attendez, il faut que je réfléchisse, je dois visiter d'autres biens. Mais en fait, c'est des excuses à la con, ça. C'est des excuses parce que ou ils sont lâches parce qu'ils ne sont pas capables de négocier, ou ils ne sont pas assez lâches, mais le bien ne leur plaît pas. Donc, il faut tout simplement les inciter. Allez, 30 000 euros de travaux, ça vous aurait… si je vous fais baisser à 30 000 euros de moins, vous achèterez ou pas? Et tu les incites à réfléchir à la possibilité de négocier. Donc, c'est de la suggestion, c'est des incitations, mais il faut que ça vienne d'eux. Tu ne peux pas leur dire, allez, faites-moi une offre à 250 000, on en finit. Non, tu ne peux pas faire ça. Il faut que ça vienne d'eux, leur envie d'acheter. Si la nana que tu dragues, elle n'a pas envie de toi, laisse tomber, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. C'est l'homme qui propose, c'est la femme qui dispose. Mais tu ne pourras rien faire. Il n'y a rien à faire si une femme, elle n'est pas intéressée par toi. Par contre, s'il est intéressé, ça va être un peu plus facile, mais ça va être dur quand même, il faut se battre. Mélanie, elle le sait, ça, elle te dit. C'est Mélène. Ouais, bonjour. C'est vrai ou pas ce que je dis, Mélanie? Ouais, Mélène, c'est vrai. Mélène, excuse-moi. Voilà, tu voulais dire quelque chose, Mélène? Non, c'est pour déjà me présenter vite fait. Désolée, je ne peux pas toujours mettre la caméra depuis le début, mais j'étais là depuis le début. Donc, enchantée à tous et je commence la formation. Donc, bonjour, je serai là régulièrement. Ouais, génial. Tu es dans quel secteur, Mélène? Pour l'instant, je suis entre Vaucluse et Gare. Vaucluse et Gare. Et tu es décidé de te spécialiser dans quoi? Particulier, investisseur?
J'ai pas décidé encore parce que comme je vais changer de secteur pour aller dans un secteur que je connais pas du tout, je vais déjà attendre de connaître le secteur. Tu viens d'où et tu pars d'où? Et tu vas où? Là, du coup, je suis dans le Gard et on part s'installer en Martinique. Ah oui, c'est vrai, c'est toi. Voilà. Ouais, mais donc, t'as pas commencé à travailler en fait. Attends. Ben non, non, j'ai pas commencé à travailler, hein. C'est un peu compliqué là, ouais. La situation est un peu spéciale. Mais c'est toujours OK, vous avez toujours voyagé? Ah ouais, 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 on attend juste Vous avez une date? que... Ouais, on attend une date pour que les voitures partent dans un conteneur là. Ah d'accord, OK. Voilà. Mais tu vas voir que quand tu réfléchis comme moi et que tu fais ce que je préconise, tu vas voir que tu peux changer d'aujourd'hui à demain en Martinique et tu vas fonctionner très rapidement aussi. Parce qu'à partir du moment où on sait faire du business, c'est pas le pays qui va changer. C'est-à-dire, si jamais je devais aller aux États-Unis demain, là, parce que je sais pas, je dois tout partir, je dois tout plaquer, parce que je sais pas pourquoi, imaginons que mon fils décide d'aller vivre aux États-Unis, je pourrais pas rester loin de lui, j'irai sûrement habiter aux États-Unis, j'en sais rien. Et si jamais je vais là-bas, le lendemain, j'ouvre une agence immobilière, le lendemain. Donc, c'est pas possible là-bas parce qu'il faut des diplômes. Mais si jamais il n'y avait pas de diplôme, le lendemain, j'ouvrais une agence. Donc, comme c'est pas possible là-bas, je ferai sûrement les études pour me préparer à ça. Je m'étais déjà renseigné une fois. Et voilà, faire le business, je pourrais le faire dès le lendemain. Parce que ce qui manque à connaître là-bas, c'est un peu de juridique, leurs règles à eux, et de connaître leurs outils qu'ils utilisent tout le temps, que ce soit le MLS ou n'importe quel logiciel. Mais après, il y a quoi? Tu as toujours un vendeur quelque part, tu as toujours un acheteur quelque part. La façon et la méthode et les rémunérations qu'ils utilisent là-bas, ça me change rien. Tu me fais débarquer à Hong Kong ou tu me fais débarquer en Chine, au Japon, n'importe où, ben je ferai le même travail. Donc, la seule chose, il faut que je m'adapte au secteur. Donc, c'est quel site Internet qui fonctionne, comment les gens réfléchissent, c'est quoi les honoraires en général, comment je regarde un peu la concurrence, comment ils fonctionnent. Je m'adapte et en 3 minutes, enfin, disons, ça pourrait me prendre 3 ou 6 mois de m'adapter. Mais si jamais c'est la langue, il faut que j'apprenne, si c'est les coutumes, etc. Mais si c'est vraiment à l'extrême de ce que je sais ou que je connais. Donc, j'irai jamais au Japon demain pour vivre parce que je suis pas fou, quoi. Je vais pas tout recommencer à zéro. Mais sur le principe, le business, c'est pareil partout, hein. Je suis certain que si jamais je connais la culture japonaise et que je suis éduqué dans le monde du Japon depuis mon enfance et que j'ai toujours fait de l'immobilier à Paris et que maintenant je vais au Japon, je suis sûr que je vais marcher là-bas comme si rien n'était. Si jamais je connaissais la langue, même chose pour l'Australie, même chose pour la Chine, même chose pour n'importe quoi. À partir du moment où la barrière de la langue elle est passée, qu'est-ce qu'il me reste à savoir? Qu'est-ce qu'il me reste à savoir? Les outils qu'ils utilisent et après. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est toujours le même principe. L'autre, il veut vendre, l'autre, il veut acheter, nous, on est en plein milieu, et voilà l'histoire. Après, dans certains cas, il y a des problèmes juridiques, et là, il faut s'adapter. Mais si jamais je ne connais pas le juridique et je ne connais pas la loi du pays, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un avocat, ou je vais voir un notaire, ou les gens qui sont l'équivalent. Et dans n'importe quel pays où je serai, pour moi, le business sera la même chose. Et si je ne fais pas l'immobilier, ce n'est pas grave, j'ouvre une boutique, j'ouvre une épicerie, j'ouvre un franc-prix, je fais n'importe quoi, parce que le commerce, je sais faire. Donc, ça ne change pas le pays. Et donc, encore une fois, donc, je vous souhaite bonne chance. Et quand vous partez? Bah, je pense que enfin, là, on attend pour le conteneur. Donc, normalement, on devrait être parti là, mais je pense que ça va être courant juin. Bah, c'est très bien. Tu vas passer les vacances là-bas, l'été, ça va être cool. Ouais, bah, l'été là-bas, c'est la saison des pluies. Ah ouais? Là-bas. Bon, ça va te changer les pluies. Ça va te changer. Ouais. Bon, bah, je te souhaite bonne chance quand tu arrives là-bas, mais dès que tu arrives là-bas, il faut carboner direct, hein. Donc, c'est bien Ouais. si tu commences tes formations tout de suite et Ouais, tu te ça y est. prépares, comme ça, tu es au taquet dès qu'on arrive. Mm. Ça marche, les amis? Question de dernière minute, sinon on coupe. Sébastien, tout va bien? C'est bon? Allez, les amis, passez une bonne journée, amusez-vous bien. Merci, Eric. Merci. Merci, Mélène. Merci, Laurent. Merci, François. Merci, tout le monde. Juste un truc, Daniel. Oui, vas-y. Toujours à la dernière seconde. Voilà. Non, non, mais c'est C'est pas grave, je t'ai donné un quart d'heure. Je peux donner une minute. Vas-y. j'ai pas eu le temps. Vas-y, après. Tu parlais de projeter les gens, etc. C'est super important. Alors, il faut les projeter, mais pas par la fenêtre. Hein. Doucement, il faut le faire. Non, non. Les faire se projeter. Est-ce qu'il existe un outil gratuit, voire pas trop cher, pour faire ça en 3D, pour essayer de… Voilà. Tu veux l'outil le plus puissant qui existe, le plus génial qui existe et le plus convaincant qui existe et gratuit, tu le veux? Ouais. Ça s'appelle ton smartphone, mon gars. T'as Instagram Live, Facebook Live, TikTok Live, tu fais ce que tu veux. Est-ce qu'il y a mieux de 3D que le live? Hein, t'as mieux? Mais non, je vais te dire, ne le fais pas. C'est-à-dire, si tu avais l'outil gratuit, ultime, tu faisais comme ça, écoute-moi. Imagine, tu as un smartphone de dernière génération de ouf et que tu poses le smartphone sur la table, il te fait un truc 3D avec un hologramme qui sort, d'accord? Et que tu es capable de tout de suite même donner les odeurs qui se passent dans la cuisine, d'accord? Imagine que tu as cet outil, d'accord? Mais je te dirais, tu te jettes à la poubelle et tu l'utilises pas. Ouais. Imagine, tu as l'outil. Pourquoi? Parce que pour vendre, il faut faire la visite. Tout ce que tu vas faire de trop pour éviter la visite, c'est-à-dire, tiens, prends le 3D, tiens, prends les photos, tiens, prends la vidéo, prends tout ça avant la visite, moins tu vas leur donner l'envie de faire la visite et donc de faire des offres. C'est seulement en visite que les offres se passent. C'est seulement là-bas que les gens achètent, pas sur Internet. Donc, l'outil,
il y en a plein des outils. Matterport, va voir Matterport. Il y a plein d'outils de 3D qui existent. Je les préconise à personne. Je ne fais jamais ça. Je n'ai jamais fait ça de ma vie et je ne le ferai jamais. Pourquoi? Parce que quand tu donnes trop d'informations aux gens, ils vont réfléchir chez eux à la maison seuls. Et s'ils réfléchissent chez eux à la maison seuls d'acheter ou de ne pas acheter, à quel moment tu peux interférer dans leur décision et leur proposer de faire une offre? À quel moment? Et les offres, ils ne vont pas le faire sur Internet. Il n'y a personne sur la planète, voilà, la planète, je ne peux pas dire, d'accord, mais en France, il n'y a personne qui achète un bien sur Internet. Juste personne. Investisseur, marchand de biens, particulier, ta mère, ton père. Personne n'achète sur Internet des biens immobiliers. Personne. 200 000 euros, 400 000 euros, mais pas la carte Visa. On doit visiter, tu comprends? Et donc, comme on doit visiter. Oui. Et si, tu m'as demandé l'outil pour faire ça. À quoi ça servira, cet outil? De mettre la 3D en ligne sur Internet ou de le renvoyer, n'est-ce pas? Non, c'est au cas où. Moi, j'ai vu l'appartement avant. Ne fais pas ça alors, ne fais pas ça. Va chez la personne que je connais. Elle est au top. Ne fais pas plus. Ça coûte pas cher. Elle te fait une reconstitution 3D en image et c'est tout. Tout le reste. C'est au cas où la personne n'arrive pas du tout à se projeter. Non, mais personne n'arrive à se projeter, François. Personne n'arrive à se projeter. Il n'y a pas une personne qui arrive à se projeter. Ouais. Même les plus grands marchands de biens que j'ai connus, ils ne sont pas tous dans le design et dans l'architecture. Ils n'ont pas tous cette. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'envoient l'architecte. Tous les investisseurs ne sont pas des bons dans l'immobilier. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font confiance à un expert immobilier. Ils ne font pas confiance à moi, ils font l'expert immobilier. Alors, ils envoient l'expert immobilier. Ils vont décider comme ils ont décidé, d'accord? Mais l'idée, c'est que, part du principe que personne ne sait se projeter dans rien, peu importe ce que tu vends. Hein. L'iPhone, tu crois qu'il a percé du jour au lendemain? Il n'a pas percé du jour au lendemain. Il y a des gens comme moi. Écoute-moi bien. Tu vois combien j'adore l'iPhone et toute la technologie. Tu vois, n'est-ce pas? Et pourtant, mon pote, il avait acheté l'iPhone 3 à l'époque, un des premiers, et il me l'a montré pour la première fois. Je dis, c'est de la rigolade, c'est un gadget. Jamais j'achèterai cette merde. Je lui ai dit ça, d'accord? Au moment où je vois l'iPhone 3. Il a fallu 1 an ou 2, tu vois, pour qu'il y ait l'autre version qui me paraissait moins gadget. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, l'iPhone 3 était tout petit, tout dégueulasse. Mais j'ai quand même dit non à l'iPhone, tu comprends? Et j'étais content avec mon Nokia ou je ne sais pas ce que j'avais. Parce que je n'étais pas assez intelligent non plus à ce moment-là, tu comprends? Donc, pourquoi? Parce que je ne suis pas spécialement un génie dans la projection sur le futur de la téléphonie mobile. Ce n'est pas mon domaine. Si j'avais été dans le domaine, j'aurais vu le smartphone, putain, c'est un truc de ouf ça. Mais ce n'est pas mon truc, tu comprends? Dans d'autres domaines, j'ai l'œil. Dans certains domaines, je n'ai pas l'œil. Parce que je n'ai pas l'expérience. Et donc, quand je n'ai pas l'œil sur l'iPhone, ben, j'ai été con. L'autre, il avait un super truc et moi, je ne l'avais pas. Et moi, j'ai été con parce que je n'ai pas réfléchi. Mais maintenant, quelqu'un d'intelligent, il change d'avis quand on le lui prouve. Et donc, l'autre iPhone il est sorti plus tard. Il me paraissait un peu plus sympathique. Je l'ai tenu dans la main et j'ai dit, je tente. Une fois que j'ai tenté, c'est fini, j'étais accro. Mais il fallait que je tente. C'est-à-dire que peu importe qui est en face, moi, imaginons, ben, je ne suis pas un génie dans tout et je n'arrive pas à me projeter dans tout. Et donc, il y a des choses sur lesquelles je peux me projeter, d'autres choses, je ne peux pas. Mais là-dessus, je ne peux pas me projeter. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu vas partir du principe qu'il y a la majorité des gens, ils savent se projeter, ben, tu te trompes. Pars du principe que la majorité ne savent pas et prépare le coup à l'avance. Et ça, c'est selon le bien. Si jamais tu as un bien occupé qui est moche, fais de la reconstitution 3D. Voilà, c'est ce que je te dis. Tu as un bien vide, fais de la reconstitution 3D. Combien ça coûte l'opération? Ça coûte 50 balles, 60 balles. Ah ouais. Si jamais tu vois que c'est une affaire, puis tu peux vendre rapidement, fais-le. Fais-le, parce que ça va te faciliter la vie. C'est ça le but. Mais tu le fais en amont. Tu le fais juste en amont. Et tu n'attends pas que quelqu'un te dise, ouais, mais un truc. Non, tu dis, écoutez, je prépare. J'ai l'impression que vous n'avez pas été convaincu par le produit, mais peut-être que parce qu'il n'y a pas les meubles, peut-être qu'il y a trop de meubles. Donc, est-ce que vous voulez que je vous envoie un mail avec, ou je vous les montre maintenant sur mon iPad, à quoi ça ressemblerait si on mettait du mobilier à l'intérieur? Et donc, ce truc-là t'aide. Mais attention, ce que je suis en train de te dire, c'est des outils qui vont t'aider à la vente, c'est-à-dire lors de la visite. Oui. Ce que les gens font comme erreur, qui est énormissime à mon sens, c'est de mettre justement le Matterport, le truc 3D, les vidéos, tout ça avant la visite. Non. Parce que les gens, par exemple, moi, j'ai visité plein de biens dans ma vie, j'ai acheté plein de biens. Des fois, je visite, je pense que l'affaire est bonne, je n'ai pas envie de faire croire que je suis vraiment intéressé, donc je dis, je réfléchis, je reviens plus tard. Mais avant de partir, j'ai fait une vidéo du bien. Je fais une vidéo du bien pour me rappeler quel bien j'ai visité, à quel prix j'ai donné. Et quand je fais des visites pour des biens ou en location ou pour acheter, donc je fais la vidéo, quoi qu'il arrive, je prends toujours la décision 24 heures plus tard, même si je fais une offre sur place, je prends toujours une décision mûrie et qui est hors émotion 24 heures plus tard. C'est un principe que j'ai pris dans ma vie il y a longtemps parce que je sais que j'ai un sang chaud et tu vois, je suis impulsif. Donc, j'ai mis une règle dans ma tête que toutes les grosses décisions, j'attends 24 heures. Les petites décisions, par exemple, si j'achète du Nutella ou de la confiture, ça, je décide tout seul. Mais les grosses décisions, je prends 24 heures systématiquement pour être moins dans l'émotion, plus dans la réflexion et tout simplement pour redescendre un peu l'adrénaline et tout ces trucs-là. Et donc, moi, je ne sais pas me projeter.
mais je sais que les personnes non plus, ça va se projeter. Donc, si jamais je vois que je vais avoir des difficultés avec ce bien-là, je fais une projection 3D. Si je veux voir avec des particuliers, si je veux voir avec des investisseurs, je fais une projection 3D, mais en fichier Excel. Tiens, je te montre la renta. Et donc, les investisseurs, la seule chose qui les intéresse, c'est la renta et l'emplacement. C'est le seul sujet sur lequel je vais discuter avec eux. Les particuliers, ils veulent voir la beauté, les investissements, la projection, le confort, le jardin, les canneries, la banque qui est autour, la salle de gym qui est autour. C'est ça ce qu'ils cherchent. Donc, nous, on doit leur fournir ça, leur fournir ces informations pour qu'ils puissent prendre une décision, mais pas avant la visite. Ah non. Parce qu'il faut d'abord que le bien plaise, tu comprends? Là, je te fais une métaphore, mais imaginons que tu es célibataire, tu comprends? Et tu rencontres des gens sur Internet, Tinder, ce genre de conneries. Et que tu craques sur une nana sur la photo. Et elle craque sur toi sur la photo. D'accord? Et vous commencez à parler pendant 6 mois sur Internet. Et vous n'êtes jamais rencontrés. Et pendant 6 mois, vous développez une relation amoureuse, ce que tu veux. 6 mois plus tard, tu te rends compte qu'elle fait 1m10 et pas 1m75, tel que tu imaginais. Et ben, tout de suite, ça casse. Peu importe ce qui s'est passé dans 6 mois, tout de suite, ça casse. Je suis entièrement d'accord. Point à la ligne. Il n'y a rien qui va pallier le truc. Et donc, si jamais tu t'es fait des films sur l'histoire, ben, ça ne marchera pas plus tard. Donc, les gens ne savent pas se projeter. C'est pour ça qu'on existe en réalité. C'est pour ça que les vendeurs existent. C'est pour ça pourquoi chez Brico Décor, Bricorama, il y a des vendeurs tout le temps. Parce que les gens, ils ne savent pas quoi faire. Ils disent, j'ai envie de faire une véranda. J'ai envie de repeindre. Ils savent pas, ils savent ce qu'ils veulent, grosso modo, mais ils ne savent pas comment le faire, avec quel outil, avec quel truc, combien de temps. Donc, ils posent des questions. C'est pour ça que les vendeurs sont là. C'est pour ça que nous, on est là, pour répondre aux questions et aider les gens à se projeter. Ou on fait les choses en amont, avec de la 3D, ou on fait les choses avec la voix, avec la bouche, avec des convictions. C'est ce que moi, je fais. Alors, moi, je ne me prends pas trop la tête avec tous ces trucs-là. Les outils, moi, les outils que j'utilise, ce n'est pas pour convaincre les gens. Les outils que j'utilise, c'est pour me faciliter la vie. Convaincre, il n'y a que moi. C'est moi le vendeur. Si les gens achètent chez moi, c'est parce que j'ai vendu, pas parce qu'ils avaient envie d'acheter. C'est la première chose à faire. Mais à quel moment ils ont acheté? Quand je leur ai vendu le truc sur les réseaux sociaux, les podcasts, ils m'ont vu, ils m'ont découvert, et à la fin, ils achètent. Encore une fois, je te rappelle une stat très importante qui est vraiment importante à comprendre et à connaître. C'est qu'on dit aujourd'hui, parce que je te dis aujourd'hui, parce qu'il y a 20 ans, on ne pouvait pas dire cette information, d'accord? Il y a 20 ans, sans le big data, on n'était pas capable de répondre à cette question-là. Il y a 20 ans, les gens ne réfléchissaient pas tel que je te le dis maintenant. Mais aujourd'hui, toutes les startups, toutes les boîtes fonctionnent selon cette étude-là. Et l'étude, elle dit quoi? C'est qu'un acheteur, peu importe qui, peu importe dans quel domaine, peu importe quoi il achète, il doit être convaincu à 70% avant d'acheter. C'est-à-dire que le travail qu'on doit faire, c'est un travail en amont tout le temps. C'est-à-dire il faut les convaincre avant qu'ils achètent à 70%. C'est quoi les 30% qui restent? Alors, des fois, c'est un appel. Des fois, c'est une visioconférence. Des fois, c'est une poignée de main. Des fois, c'est un bonjour. Des fois, c'est juste ça pour rassurer la personne que le produit qu'ils ont vu sur le net, ça correspond vraiment à la réalité. Ou la personne que tu as vue sur Internet, par exemple, ça m'arrive tous les jours, tu vois, où les gens me connaissent que sur Internet, que sur podcast, que sur TikTok, que sur des trucs. Et quand ils me rencontrent, ils ont l'impression d'avoir rencontré Michael Jackson. Où ils se font des attentes énormissimes, tu vois, des attentes de ouf. Oh putain, j'espère que quand tu seras là, ce sera différent. Il y a des gens qui ne savent pas quoi attendre, ils m'ont juste vu en photo, ils ne savent pas quoi du tout. Et donc, c'est la surprise totale. Mais les gens ne savent pas trop s'imaginer des choses. Et donc, plus tu vas les aider à imaginer, plus tu vas les aider à prendre la décision en amont, plus ça va être facile de faire des offres plus tard ou de vendre. Si la personne n'est pas en condition de faire des offres, elle n'en fera pas une. Si elle n'a pas été suggérée cette possibilité de faire des offres, ça ne marchera pas. Quand tu vas dans une boulangerie, ça ne te vient pas à l'idée. Ça ne te vient pas à l'idée de voir la boulangère et tu dis, bonjour madame, je voudrais 2 croissants, 2 pains au chocolat et 2 baguettes. Et la boulangère te dit, pas de problème, ça fait 6,54 €. Ça ne te vient pas à l'idée de dire 6,54 €? Je vous fais une offre à 3,50 € et on verra ce que vous allez faire. Je ne pense pas que qui que ce soit sur la planète a essayé de faire ça. Ni avec la boulangère, ni avec McDo, ni avec qui que ce soit. Ou dans les boutiques où tu vas, tu achètes le prix que c'est affiché. Dans certains cas, comme par exemple quand tu achètes des chaussures, le petit vicieux, il a toujours un petit réflexe. Dites-moi, il n'y a pas un cadeau, une petite remise? Tout le monde dans les boutiques, ils acceptent le fait de négocier jusqu'au montant de la remise. Imaginons que tu insistes un tout petit peu, ouais, c'est un peu trop cher, et le commerçant te dit, vous savez quoi, je vais essayer de vous faire une petite remise de 10%. Et toi, tu es tout content pour les 10%. Mais même ceux qui ont pris l'habitude qu'il y a toujours une petite remise dans les boutiques, ils ne sont pas assez courageux pour dire, tu es 10%, moi je voudrais 15%. Parce que d'une manière générale, dans les boutiques, chez les commerçants, tu acceptes tout ce qu'ils te disent, que ce soit le prix ou le montant de la remise. Parce qu'il n'y a pas de la mentalité d'aller négocier. La majorité des gens, moi je négocie tout le temps. Mais moi aussi, je négocie tout le temps. Mais je ne vais pas négocier au McDonald's. Même chez l'épicier, je négocie. Oui, mais tu ne peux pas négocier au McDonald's. Non, et tu peux pas négocier. Oui, mais je te dis que dans ma majorité de domaines chez les commerçants, tu ne peux pas négocier parce que ce n'est pas dans l'état d'esprit. D'accord? Dans certains cas, il y a des boutiques, par exemple, ceux qui échangent des produits contre de l'argent.
c'est négociable. Mais parce que c'est l'état d'esprit qui est négociable là-bas. Dans l'immobilier, c'est négociable. Donc, les gens, ils viennent voir un bien à 200 000, ils vont te faire une offre plus basse. Et ceux qui n'ont pas cet état d'esprit, parce qu'ils pensent que ça n'existe pas la négociation, parce qu'ils ne l'ont jamais fait, ils ne vont pas te faire d'offre. Mais dans l'immobilier, de manière générale, le fait de négocier, c'est dans les mœurs, c'est dans la routine. Et normalement, tout le monde le sait. Et c'est pour ça qu'il faut inciter les gens à faire des offres. Et il ne faut pas avoir peur de quémander, parce que l'idée, c'est la négociation. Mais pas tout le monde a le courage de le faire. Donc, pour négocier, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait deux personnes qui soient intéressées. Tu as l'acheteur qui est intéressé par le bien et tu as le vendeur qui est intéressé à vendre. Il faut que les deux soient intéressés pour négocier. Si tu vas pousser les gens, faites-moi une offre, et alors qu'il n'a pas envie, ouais, mais j'ai vraiment pas envie d'acheter ce bien, mais faites-moi une offre quand même. Mais franchement, le secteur, c'est tout pourri. Mais faites-moi une offre quand même. Oui, mais il y a 4 drogués qui attendent devant l'appartement. Mais faites-moi une offre quand même. Même là, à la fin, quelqu'un pourrait te faire une offre si c'est un marchand de biens. Mais un particulier ne le fera pas. Tu vois, s'il y a des drogués en bas de son appartement, il a 2 enfants. Il ne fera jamais d'offre, même à 50 000 € en dessous, parce qu'il veut acheter pour habiter. Par contre, un investisseur, il s'en fout. Tant que c'est la bonne renta, il va acheter. Tu comprends? C'est clair. Ça marche? Allez, les amis, je suis obligé de vous laisser. Passez une très bonne journée, les amis. Amusez-vous bien. Et bien sûr, à demain matin, be morning. Bye bye.